Bonsoir à tous. Donc, je pense qu'on m'entend. Euh, donc, je vais en profiter, je vais refaire un petit topo. Désolé pour les problèmes techniques, à la fois pour nos intervenants et à la fois pour l'auditoire. On a eu quelques soucis techniques pour la mise en route, mais ça a l'air de fonctionner maintenant. Donc, je vais rappeler deux, trois petites choses. D'abord, n'hésitez pas à liker, parce que vous savez que sur TikTok, les likes protègent un petit peu permettent de donner de la visibilité et protègent un petit peu des signalements. Comme on est sur un sujet sensible, on voudrait éviter d'être signalé inutilement. Et ensuite, concernant tout ce qui est commentaires, etc., bah, vous êtes invité à commenter, à poser des questions. Si vous voulez poser une question et que vous voulez que cette question soit remontée pour qu'on la pose à nos intervenants, écrivez simplement dans votre commentaire question de point et posez votre question. Et si vous avez une question mais qui est destinée à quelqu'un d'autre qui fait un commentaire, pas la peine d'utiliser ce mot code, entre guillemets, ce qui permettra aux gens qui sont dans le chat et qui sont en charge de remonter les questions, d'identifier quelles sont les questions que vous voulez poser à nos intervenants. Ensuite, concernant tout ce qui est les propos insultants, racistes, xénophobes, homophobes, etc., bien évidemment, ils ne sont pas autorisés. Si vous insultez, eh bien, on vous rappellera à l'ordre. Puis, si vous réitérez, on vous mute 5 minutes. Puis ensuite, on vous mute définitivement si ce n'est pas suffisant. Mais bon, je compte sur vous pour être courtois et constructif dans les discussions. D'autant que nous avons des hôtes de très grande qualité et de très grandes compétences qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, on voudrait éviter euh, de mal se comporter avec eux. Alors, petite introduction rapide de pourquoi on fait ce live, pourquoi on a décidé d'organiser ça dans le cadre de la Science Squad. Bah, c'est tout simplement parce que bah, la pandémie, on y a tous été confrontés. Ça a été une situation totalement inédite pour nous. Ça a été une situation qui a été plus ou moins simple à gérer pour chacun d'entre nous, parce qu'il y avait notamment une très grande incertitude et que ça a complexifié beaucoup les situations de notre quotidien et les décisions qu'on a eu à prendre pour notre santé et aussi concernant bah, toutes les décisions gouvernementales, les règles qu'on a dû suivre, porter le masque, pas porter le masque, se faire vacciner, les traitements, etc. On a été submergé euh, par une très grande quantité d'informations, parfois extrêmement techniques, pour lesquelles bah, il faut des compétences pour les comprendre et ben, on n'est pas tous malheureusement à même d'être capable d'évaluer la pertinence et la valeur de chacune de ces informations scientifiques. Et malheureusement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une très grande quantité de désinformation qui a circulé, et ça a contribué au développement d'un climat de confusion, et ça a contribué au caractère anxiogène de cette situation qui en soi était déjà très anxiogène. Il fallait être confiné, c'était une maladie dont on ne connaissait rien, des nouveaux traitements sont apparus, bref, beaucoup d'anxiété ambiante. Et donc, pendant cette période, eh bien, il y a des individualités, des personnalités qui ont vu leur voix et leurs travaux commencer à acquérir une grande audience, à tort ou à raison. Et parmi ces personnalités, eh bien, se trouvent nos invités de ce soir, dont j'ai souhaité personnellement, et dans le cadre de la Science Squad aussi, mettre en avant un petit peu les travaux et les contributions, parce qu'elles manquent un peu de lumière, et aussi parce que eh bien, cette grande institution qu'est le magazine Science a décidé de mettre en avant leurs travaux et leurs contributions. Et je pense que c'est important de relayer leurs propos. Euh, et donc, eh bien, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur permettre d'exposer un petit peu ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, euh, et de voir un peu euh, d'une manière vulgarisée, accessible à tous, pourquoi ce qu'ils ont fait est très important euh, pour tout le monde. Donc, on va commencer assez simplement par les laisser se présenter. Donc, je vais vous inviter, donc, que ce soit Véronique, Fabrice, Alexander, Eloni. Je vais vous laisser vous présenter et vous nous dire voilà, qui vous êtes, votre bagage, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts, même si c'est une question un petit peu
Je sais qu'elle est parfois un petit peu pénible. Ensuite, dans une seconde partie, ce qu'on va faire, c'est on va vous laisser vous expliquer comment vous vous êtes investi, pourquoi vous vous êtes investi dans cette thématique et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez découvert, etc. Donc on commence par là. Présentez-vous, allez-y. Je vous laisse choisir qui commence. Euh, et c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Alors moi, je suis Jonathan a commencé par un commentaire dithyrambique de nous tous. Moi, je suis simple citoyenne, hein, je ne suis pas quelqu'un de très important. Et j'ai effectivement un petit bagage scientifique parce que je suis pharmacien biologiste. Je travaille à l'Institut Gustave Roussy, qui est un centre de lutte contre le cancer, dont je connais surtout la cancéro, hein, beaucoup plus que l'infectiologie. Mais à partir du début de la crise 2000, du début de 2020, de la crise Covid, la pandémie, je me suis un peu plus investie dans les réseaux sociaux parce que j'ai vu à l'hôpital, j'ai vu des patients arriver. Je ne suis pas clinicienne, hein, je suis biologiste. J'ai vu des patients arriver et puis beaucoup de gens qui parlaient. Il y avait d'ailleurs des médecins qui connaissaient bien Raoult dans le centre où je travaille et j'ai vu arriver les publications. Alors au début, j'étais comme tout le monde assez enthousiaste en me disant effectivement, on voit les gens tomber et ça serait bien si ça marche, l'hydroxychloroquine, ben, c'est super. Et puis j'ai commencé à avoir quelques doutes qui ont été en fait, il y a eu une espèce d'agrégation sur Twitter. Moi, je suis vraiment que sur Twitter, hein. Par exemple, vous avez vu Discord, c'est pas ma cam du tout. Il y a un doute un peu général qui s'est agrégé, qui s'est manifesté sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On était plusieurs à s'interroger. Et, euh, et en fait, on parle de la jeunesse du petit groupe qui a publié sur le RIPR, là, le fameux article qui interroge l'intégrité scientifique à l'IHU. En fait, ça a commencé par une interaction entre Fabrice, qui était tout à fait mur porteur en fait, hein, du travail du groupe. Fabrice qui voulait débunker un article. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet article, mais c'est peut-être pas l'objet de la discussion de ce soir. Mais l'article de Sénef, Stéphanie Sénef et des co-auteurs qui avaient fait une espèce qui ont fait une espèce de giga revue de tous les effets toxiques du vaccin. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à se. Mais au départ, on n'était pas tous ensemble sur Raoult et le debug de Raoult, qui est, je crois, l'objet de cette soirée, hein. Au départ, c'était l'article de CNF. Et après, ça a vite, quand Raoult a continué à produire, quand l'équipe de Raoult a continué à produire des articles problématiques, là, on a continué à échanger. Et puis, il y a eu c'est pour ça que je voulais que Fabrice commence, parce que, encore une fois, l'histoire commence avec son travail, quoi. Enfin, la production scientifique qui nous permettait de visibiliser notre petit groupe informel, elle a commencé à partir d'un énorme travail fait par Fabrice. Voilà. C'était Alors, je ne sais bien? pas si Fabrice peut prendre la parole, du coup. J'essaye. Ça fonctionne. Ça Ah, marche, là? oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Fabrice. J'ai eu plusieurs vies professionnelles et j'espère en avoir encore d'autres. J'ai toujours gardé un rapport avec la science. Donc, un petit peu comme tout le monde, quand j'ai vu en 2020 fin de partie, je me suis dit génial. Et puis après, quand j'ai regardé la fin de partie, j'ai vu que c'était plus que douteux, que la plupart des gens compétents déjà doutaient. Donc, ce qui est quand même un signe généralement en science. Et puis, la réponse, surtout, c'est la réponse face à cette critique qui a été le harcèlement, les attaques personnelles, les menaces d'attaque en justice. Enfin, mettez-nous en prison, ça fera pas marcher la chloroquine dans le Covid, quoi. Donc, à ce moment-là, il y a Elisabeth Pic qui a commencé à regarder dans les anciennes publis en se disant, s'ils nous attaquent, c'est peut-être en mode défensif. Et puis elle a pris des volets de bois vert pour être poli. Et moi, ça m'a incité à aller regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la bibliographie.
Alors, j'ai regardé le premier commentaire que j'ai fait sur des anciennes publications de l'IHU. C'est en mai 2021, donc il y a 3 ans. Et puis, bah, ça a permis de remonter le fil. En fait, ça raconte toute une histoire. Il y a une autorisation particulière qui est utilisée depuis 25 ans pour un même type de recherche, mais c'est des recherches différentes, dans des lieux différents, avec des finalités différentes. Et puis, il y a d'autres petites histoires plus courtes, avec d'autres autorisations, voilà, qui racontent les SDF, les études sur les SDF sans autorisation, les études sur les étudiants de l'IHU sans autorisation, les études sur les bébés, les études sur les patients VIH, etc., etc. Et au bout d'un moment, bah, en essayant quand même en parallèle de lutter chacun avec nos moyens contre le flot de désinformation qu'il y a eu en 2021, a germé l'idée que ça serait bien de formaliser ça et de pouvoir mettre ces informations à la disposition de tout le monde, à commencer par les éditeurs scientifiques qui ont aujourd'hui une lourde responsabilité puisqu'ils ont dans les mains un grand nombre de questions et qui doivent fournir les réponses maintenant. Voilà. Allez, c'est parti pour moi du coup. Donc, je m'appelle Lonnie, Besançon pour le nom de famille. Je vis en Suède, je suis maître de conférence à l'université de Linköping. Et au départ, mon sujet de recherche c'est sur la visualisation de données et l'interaction de machines, même si j'ai pris un aspect assez méthodologiste sur les dernières années de mon travail, donc depuis 2018 à peu près, juste après l'obtention de ma thèse. J'ai passé à peu près 50% de mon temps à travailler sur l'aspect méthodo de la recherche. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Bon, on peut le dire, hein, ni pharma ni autre. L'argent que je reçois, c'est les impôts pour mon salaire, c'est tout. Voilà, donc ça on peut l'éliminer tout de suite. Et un peu comme tout le monde, monté au départ les publis Gautret et al. Notamment, qui avait fait la promotion chloroquine, hydroxychloroquine. Venant de l'IHU, parce que c'était des méthodologies assez bas niveau, on avait vraiment quelque chose de très peu robuste qui était utilisé de façon assez intense sur les réseaux sociaux pour clamer retrouver absolument le remède, que ça allait être la pandémie la plus facile à arrêter. Voilà, on a eu droit à pas mal de choses, 3 Chinois qui meurent, etc. C'est ce qui avait été dit dans une des vidéos à l'époque qui venait de l'IHU. Donc, je me suis un peu intéressé aux travaux. J'ai pas été le seul. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés aux travaux qui sont sortis pendant le Covid. Il y a eu beaucoup de ça s'appelle post-publication peer review, donc la relecture par les pairs après publication, qui en général n'est pas très connue et qui se fait très peu. Mais là, ça s'est fait vraiment beaucoup. Et avant de publier et de faire des analyses avec Fabrice, avec Alexander, Véro et d'autres qui n'ont pas été avec nous, comme le groupe Barrière par exemple, qui a beaucoup poussé pour le papier d'Environnement par l'extérieur. J'avais travaillé avec Gideon Meyerowitz-Katz en Australie, à l'époque où j'y étais, pour débunker aussi certains papiers très mauvais, notamment d'un grand méthodologiste et épidémiologiste américain qui avait écrit un petit peu tout et n'importe quoi sur le lockdown, qui utilisait le BMJ ou d'autres journaux un peu comme son blog pour publier des analyses plus que douteuses. Donc on avait réussi à débunker ça sur les quelques premières années du Covid et à faire retirer un papier de Scientific Report aussi qui avait été publié sur le lockdown qui faisait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à faire du debunking entre guillemets des papiers. Et puis on discutait avec Fabrice depuis longtemps, et avec Alex aussi. On parlait de Gautret notamment et des études et méthodos de l'IHU depuis vraiment. Je dirais, on a été mis en relation à peu près juin 2020. Tu expliques ce que c'est que le Gautret, c'est ça? Oui, le Gautret, oui, c'est l'application. Tu dis que mars 2020, ça a été la bombe atomique, tu vois, qui a tout déclenché un niveau de preuve absolument épouvantable, quoi. Alors, oui, absolument. C'est en France, c'est pas le monde. Mais on va pas rentrer dans le sujet trop, peut-être, avant qu'Alex puisse se présenter. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être passer à la présentation d'Alexander et ensuite revenir dans un deuxième temps sur ces points-là, parce que si je comprends bien, ça fait partie des choses qui vous ont réunis en fait, de manière au fil de l'eau,
la critique de la mauvaise qualité des articles et l'évaluation des articles et des productions scientifiques qui ont été faites à ce moment-là, j'ai l'impression que ça vous a un peu réunis, donc peut-être on va passer à la présentation d'Alexander et ensuite on discutera tous de ça, si ça vous dit. Ouais, bah merci pour l'invite. Donc moi je suis un peu le trublion de la bande parce que je suis pas, enfin Fabrice aussi n'est pas académique, hein, on est tous les deux pas des ex personnes qui ont fait de la recherche, qui ont quand même des diplômes, mais on a quitté la recherche. Moi je suis le trublion de la bande surtout parce que j'étais gilet jaune et j'ai fait 3 gardes à vue juste avant que le Covid arrive. Donc je sortais d'une phase très défiante et j'aurais pu typiquement tomber sous le joug de Raoult. Je fais partie des personnes qui étaient en défiance par rapport aux autorités et qui étaient sans doute la principale cible de la communication qu'il y a eu autour de Raoult et qui a entraîné, qui a vraiment entraîné je pense, un drame aussi social en France. Moi, au début de la pandémie, j'étais très critique du gouvernement en pensant qu'il ne faisait rien, pas assez de mesures, qu'il n'y avait pas assez de choses qui étaient faites. Et puis je vois débarquer Raoult dans les réseaux Gilets jaunes et compagnie, à diffuser de partout. D'abord, les Gilets jaunes étaient très critiques de Raoult vu qu'il était au conseil scientifique, et puis ensuite il était une star parce qu'il avait trouvé un remède. Et il se trouve que durant ma thèse, moi j'ai fait plein de PCR. J'étais un peu le spécialiste PCR de mon labo, donc j'ai analysé cette étude Gautrey en détail d'un point de vue très technique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de problèmes dedans. Et on y reviendra. Et de fil en aiguille, en fait, moi j'ai commencé à communiquer surtout dans des réseaux un peu gilets jaunes et autres sur ce sujet. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est dans ces réseaux-là qu'on a les premiers qui vont dire que Didier Raoult a truqué ses résultats. Et la presse généraliste, qui pourtant me suivait sur ce que je faisais sur les gaz lacrymogènes, n'a pas réussi, les journalistes n'ont pas réussi à convaincre leur rédaction de me donner la parole. Donc la parole était uniquement à Didier Raoult dans les médias. Et du coup, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de monde qui a essayé de débunker toutes les bêtises qui étaient racontées. Et de ligne de Sonic, Guillaume, qui nous a beaucoup mis en contact et qui a vu ce qui se passait, qui était très impliqué aussi, qui a vu qu'il y avait de la fraude scientifique, qui savait pas comment lutter contre. Et en fait, il y avait une faillite des institutions. Les institutions n'agissaient pas contre. Et donc nous, on se disait, comment est-ce qu'on peut arrêter le drame qu'on est en train de voir? On en parlera un peu plus en détail. Et donc on a créé des petits groupes de discussion, principalement sur Twitter au départ. Ces petits groupes de discussion, chacun avait sa petite thématique. Donc moi, j'étais vraiment spécialiste PCR, je parlais de l'étude Gautrey en détail d'un point de vue technique. Au début, Fabrice, je pense, sous-estimait ses propres compétences parce qu'il osait pas aller débunker et commenter sur PopPeer. Alors que je l'ai un petit peu poussé à ce moment-là, et puis s'y est mis, et puis là il a volé de ses propres ailes beaucoup plus que moi, il a fait beaucoup plus de travail que moi derrière. Donc finalement en fait c'est des interactions humaines comme ça, où on a échangé les uns avec les autres, en se rendant compte d'un problème central, qui était une faillite des institutions, qui ne remplissaient pas leur rôle, au niveau de la régulation de la fraude scientifique et de la désinformation scientifique. Voilà. Ok, donc j'en profite ici parce qu'il y a plusieurs points qui ont été évoqués et qui sont des choses que moi j'aimerais vraiment souligner ici. C'est que d'une part, vous êtes des intervenants qui sont de grande qualité scientifique, mais vous vous rappelez que vous êtes aussi des citoyens. Et ça, moi je trouve que c'est important parce que j'ai eu moi cette impression, je ne sais pas si c'est une impression commune, mais j'ai eu cette impression pendant la pandémie et pas mal après, que les scientifiques étaient considérés pas comme des citoyens classiques, et que donc du coup en fait ils étaient soit aux ordres, soit dans leur tour d'ivoire et qu'ils ne comprenaient rien au monde réel, etc. Or là, moi je trouve que c'est très intéressant parce que ce que vous commencez à raconter, c'est que en fait, c'est en tant que citoyen compétent dans le domaine que vous avez commencé à examiner les choses. Dites-moi si je me trompe. Et ça, je trouve que c'est quelque part aussi très important parce que pour moi, ça me semble important que les gens comprennent que, en fait, non, c'est pas une question d'être un éminent scientifique. C'est pas une question d'être quelqu'un qui est dans les hautes sphères de l'État qui garantit que on va avoir
soit on va être un scientifique manipulateur, soit on va avoir une capacité à savoir si c'est vrai ou si les choses sont vraies ou pas. Là, c'est votre travail citoyen éclairé de vos compétences qui ont permis de commencer à mettre à jour certaines problématiques dans le milieu scientifique. Et c'est le deuxième point que je voudrais mettre en évidence et qu'on va peut-être explorer un petit peu plus au fur et à mesure de vos interventions, qui sont le fait que la science a tout un tas d'avantages qui est de permettre par sa méthodologie et son organisation de produire des connaissances de grande qualité, de grande fiabilité, mais qu'elle n'est pas parfaite et que vous, par votre travail, vous avez pu mettre en lumière certaines de ces imperfections. Et ça, je trouve que c'est important aussi que l'on sache que, bah oui, des citoyens sont capables de mettre en lumière effectivement les imperfections de la science et de proposer des solutions et qui ne sont pas des solutions de type censure, etc. Donc maintenant, je voudrais un peu vous inviter à tour de rôle, comme vous le voulez, à voilà, nous réexpliquer brièvement comment vous en êtes arrivé à ça. Qu'est-ce qui vous a motivé aussi? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais m'impliquer là-dedans. Voilà, je vous laisse parler. Alors, moi, je veux bien parler parce que, en fait, j'avais envie de rebondir. Tu as tout à fait raison, en fait. C'est vrai qu'on on est tous les quatre, plus ou moins encore dans le milieu scientifique. Donc, on connaît le milieu scientifique. Alexander, il a connu aussi le côté fraude. Tu as vécu, en fait, tu as vu la fraude. Tu as été témoin de fraude. Et je pense aussi que ce qui nous semblait important, c'était de détruire les arguments d'autorité. Pour nous, c'est inentendable, quoi. Tu vois, ce qui nous semble, parce qu'on sait que, enfin, moi, en tout cas, dans le milieu médical dans lequel j'ai évolué, j'ai vu des gens très médiocres dire c'est moi le patron, je suis le boss, donc j'ai raison. Et ça, enfin moi, c'est quelque chose qui va déclencher un réflexe un peu viscéral chez moi. Et ça marche pas comme ça, effectivement, la science. Mais c'est vrai que dans le milieu peut-être particulièrement médical, scientifique, où par exemple les professeurs d'université, de médecine, effectivement, comme tu le dis, ils sont sur un piédestal et on les regarde et on boit leurs paroles. Et quand tu as un mec comme Didier Raoult qui joue là-dessus, c'est difficile d'aller contre, mais bon, nous, on est allés contre. Enfin, en tout cas, moi, ça a été une de mes associés au fait que c'est vrai que il y avait quand même des papiers bien pourris, mais ça a été aussi une motivation. C'est que la science ne marche pas par argument d'autorité. On a le droit d'avoir confiance. Je voulais juste rajouter une petite nuance. On a le droit d'avoir confiance en un scientifique, mais les scientifiques ne doivent pas prendre la confiance. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se ramener en disant vous devez me faire confiance parce que je suis. Bien sûr. Mais évidemment qu'on n'est pas toujours compétent pour comprendre quelque chose et puis on va se dire tiens, lui, il a l'air de maîtriser, je vais lui faire confiance. Donc, on peut avoir une démarche de confiance, mais attention, il y en a qui, durant la pandémie, ont fait l'inverse. Ils ont dit vous devez me faire confiance parce que je suis machin, le directeur, j'ai tant de prix, tant de machin. Et quand on regarde justement les arguments d'autorité qui étaient avancés, ceux de Didier Raoult ne valent pas grand-chose, puisqu'ils sont principalement du fait de réseautage, qui sont principalement le fait de son système SIGAPS, où il a engrangé beaucoup d'argent pour son institut par rapport au nombre de publications qui étaient faites. Donc finalement, tout ce qui est... c'est tout un système qui lui donnait une crédibilité apparente pour le grand public, mais qui n'était pas une crédibilité scientifique réelle pour le monde scientifique. Ouais, pour ajouter à ça rapidement sur la crédibilité, effectivement, si on regarde enfin, on sait que l'IHU et ses publications ont été déjà effrayées un petit peu par les tutelles après 2020, après la pandémie. Il y avait déjà des histoires de publications avec très peu d'impact, malgré des gros moyens de recherche. Donc, c'était pas nouveau. Le problème, c'était pas encore à la vue du public, malgré des histoires, notamment dans Science, il y avait déjà eu des histoires sur les techniques
managériale au niveau de l'IHU et de la recherche conduite par Didier Raoult. Donc, on avait déjà des problèmes qui avaient été mis en avant. Et quand derrière, en plus, ces personnes-là se mettent en avant comme les stars mondiales du système, bon, c'est clair que ça fait un petit peu tiquer. Carrément. Oui, moi je voulais ajouter que quelqu'un qui se présente selon l'argument d'autorité, il doit quand même avoir une démarche scientifique. Et quelqu'un qui affirme Covid fin de partie sur 23 patients en ayant planqué 2 à droite, 2 à gauche et truqué les PCR, on est à milieu de toute forme de science. C'était déjà C'est plus de vrai la que même si tu connais rien, enfin, quand tu es dans le milieu scientifique, tu connais rien à ce que raconte Raoult, il y a plein de red flags, en fait. Dès le départ, il y a des red flags. C'est moi l'élite, fin de partie, ça explose les standards de ce qu'on apprend à la fac. Vraiment être très prudent dans la communication. Même, tu vois, même l'industrie pharmaceutique, quand elle fait des press releases, elle le fait avec toujours beaucoup de prudence. Et là, il a vendu le traitement qui allait sauver le monde sur une étude qui était, enfin, d'abord sur des arguments d'ailleurs d'efficacité in vitro, parce que, enfin, où il y avait les Chinois, mais en fait, quand il parle des Chinois qui l'ont utilisé, alors je sais pas, je suis pas retournée aux publications. C'est vrai qu'il y avait une espèce de rationnel in vitro. Et là, il parle de fin de partie. Et fin de partie, peu de temps après, ça c'était février 2020 sur la chaîne YouTube de l'IHU. En mars 2020, je crois qu'il y a le préprint Gautret. Et en fait, sa fin de partie, elle est sur 20 patients, quoi. Il y a 20 patients, dont une partie était asymptomatique. C'est ça qui a fait switcher le monde, quoi. C'est ça qui a fait que Donald Trump a fait la promotion de l'hydroxychloroquine. C'est pas juste le type qui fait une espèce de mégalo dans son coin, quoi. Ça a eu vraiment des conséquences extraordinaires. Et Non, au-delà grave. de ce qui est du faible effectif, hein, évidemment, on peut critiquer statistiquement. Moi, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord pour critiquer totalement juste cette partie-là de la méthodologie. Pourquoi? Parce que ce que Raoult affirmait, c'était qu'il baissait la charge virale. Donc là, c'est très discutable. Évidemment, la charge virale, intuitivement, on se dit plus on a de virus, plus on risque d'être infecté, plus ça risque d'être grave, etc. Donc il y a une rationnelle derrière. Ça avait l'air à peu près cohérent, même si dans les faits, en fait, la charge virale, ça reste assez variable. C'est pas toujours associé, voilà. Mais la rationnelle, au moment où c'est sorti, j'avais pas envie qu'on l'attaque trop sur ça. Et je me disais, si ce qu'il avait fait était sincère, vrai et non truqué, si les données étaient exactes, on aurait eu des raisons de croire en un espoir. Il y aurait eu des erreurs de communication, mais on aurait pu espérer que ça fonctionne. Moi, ce qui m'a surtout mis la puce à l'oreille, c'est de me dire qu'il avait truqué ses PCR, et là on le voyait en détail dès le début, hein, dans les données. Et quand on voit que les PCR sont truqués pour faire croire à une baisse de la charge virale, donc le seul indice léger qui pourrait nous laisser supposer qu'il y a un petit espoir sur ça, c'est un trucage. Là, ça m'a tout de suite fait penser qu'il y a très peu de chances qu'un jour cette molécule ait la moindre efficacité. Si celui qui y croit le plus est obligé de truquer ses résultats pour faire croire qu'il y a une efficacité marginale en plus, hein, sur la baisse de la charge virale. Donc il est allé, à mon sens, c'est là qu'il y a eu une trahison de la part du monde scientifique vers le monde médical. Didier Raoult se présentait comme la synthèse de la science et de la médecine. Il n'arrêtait pas de critiquer le fait que les autres, ils sont cloisonnés, qu'il y a les scientifiques de bureau qui ne voient pas le moindre patient, qui n'y connaissent rien, et les médecins de terrain qui, eux, savent faire. Et il jouait, lui, de son double statut de scientifique médecin. Donc, il serait au terrain, ce qui est discutable parce que pas trop, en fait. Et il serait en plus scientifique, qui est pour moi devenu très discutable aussi. Mais en tout cas, il se donnait cette double casquette et il disait, il essayait de rejeter et de créer une division entre les médecins de terrain qui vont faire le travail et puis les statisticiens de bureau qui nous empêchent Il essayait de rejeter et de créer une division entre les médecins de terrain qui vont faire le travail et puis les statisticiens de bureau qui nous empêchent de fonctionner. En réalité, en science, on travaille ensemble. La science et les scientifiques, quand ils sont sérieux, quand ils ont envie d'obtenir un résultat, ils travaillent main dans la main avec les médecins qui eux aussi sont sérieux et ont envie de soigner leurs patients. Et ce n'est pas une question d'opposition et de guerre et de lutte, c'est davantage une idée de co-construction de la science
qui en sont un peu dégoûtés parce qu'on voit trop de fraude. Et si on laisse la fraude perdurer ainsi, bah en fait, les personnes de bonne volonté vont toutes partir et plus vouloir faire de la science parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à en faire. Et je pense que c'est aussi un enjeu beaucoup plus large qui dépasse l'affaire Raoult, du coup. Cette idée de se dire que si on valorise ça, si on ne sanctionne pas ce qui s'est passé là, et si même si on est 3 ans après, même si on a l'impression que c'est voilà, affaire classée, il est parti à la retraite, c'est fini. Mais en fait, si on ne sanctionne pas ça et si on ne fait pas quelque chose contre ça, en ce moment même, toutes les semaines, il y a des tas de fraudeurs qui continuent dans leur petit domaine à frauder, à truquer leurs résultats et à en tirer des bénéfices et de la gloire. Alors, j'en profite, je vois, il y a une question qui est remontée. Il y a quelqu'un qui demande quelle preuve on a qu'il a truqué ses PCR. Comment toi, tu as découvert qu'il avait truqué ses PCR? Alors, je vais pas vous faire une vidéo de 10 heures, je suis désolé, j'ai pas envie de monopoliser la parole non plus. Je renvoie donc à des contenus pour ceux qui veulent vraiment voir de manière détaillée une explication pour qu'on comprenne, parce que ça demande d'expliquer ce que c'est qu'une PCR, comment ça marche, comment on voit. Je vais juste le dire dans les grosses lignes quand même pour répondre à la question. Et je renvoie à un contenu qui a été diffusé par le média complotiste Vécu, et je le dis, c'est un média complotiste. C'est les seuls qui m'ont invité à faire un live. Moi, je dis, je viens chez vous et je fais un live. Donc, vous allez voir la vidéo de Vécu où j'interviens, et vous avez 3 heures de vidéo qui explique comment marche la PCR et comment on le montre. En très court, sans le démontrer totalement, on prend les données supplémentaires de l'étude, parce qu'il a publié dans les données supplémentaires pas mal d'éléments, et on regarde le nombre de cycles de PCR. Ce nombre de cycles, il indique en fait combien de fois on a dû recopier, on va dire, le virus original avant de le détecter, avant de le voir positif. Et ce cycle, en fait, ce nombre de cycles va diminuer quand le virus, il va augmenter, pardon, quand le virus diminue. Quand il y a de moins en moins de virus, on va devoir faire de plus en plus de cycles pour le détecter. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne partait pas vraiment du même point de départ entre ces patients contrôle et ces patients traités. En plus, lorsqu'on regarde parmi les différents patients pour qui on a fait des PCR quotidiennes, il y a des choses qui sont impossibles dans les données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un jour une certaine charge virale et la multiplier par 1 milliard le lendemain et la rediviser par 100 000 le lendemain. Donc en fait, on voit qu'il y a une énorme marge d'erreur dans ces PCR qui nous prouve que ce qu'il a montré, il ne l'a pas montré. En fait, il n'y a rien. Et statistiquement, il n'y a pas de barre d'erreur. Quand on rajoute des barres d'erreur, on se rend compte qu'il n'a rien démontré. Voilà. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça qu'il faut bien détailler, qui demandent beaucoup de technicité pour le prouver. C'est pas l'objet ici. Pour rajouter du contextuel, les techniciens du laboratoire de chez Raoult ont 1 an plus tard dit dans Mediapart qu'ils ont truqué les résultats, que Raoult les a incités à truquer les résultats. Voilà. Et d'ailleurs, même le président de l'université a dit que c'était une étude truquée. Hein. Président de l'IHU. De l'IHU, ouais, de l'IHU. Le président de l'université. Ouais. Quand il s'est retrouvé, pas Berton, hein. Quand il s'est retrouvé dans le complément d'enquête, voilà, il s'est ramené, il a dit voilà, effectivement, c'est de la fraude, c'est truqué. J'ai retrouvé le lien de l'article Mediapart. Je peux le chercher depuis tout à l'heure. Ok, on va. Je Ce qu'on peux mettre dans fera, le c'est chat, que- mais je pense que ça ne peut pas faire grand-chose. Ouais. En fait, ce que je ferai après, c'est que je vais récupérer tous les liens des sources que vous fournissez parce que c'est un argument de qualité que de fournir les sources. Donc, je vous remercie à chaque fois quand vous les avez d'indiquer les sources. C'est très agréable. Et ce que je ferai, c'est que je les reposterai sur le serveur Discord. Et donc, les gens qui souhaitent consulter ça, vous pouvez aller sur le compte Science Squad officiel. Sur TikTok, vous avez le lien vers le serveur Discord et vous pourrez accéder aux sources. Comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même que ce qui est affirmé et sourcé est bien sourcé de manière fiable. Du coup, j'en profite un petit peu pour enchaîner. Vous aviez peut-être des choses à rajouter Moi, je voulais juste un dire petit truc rapidement. Ah, vas-y, Véro. non, mais rapidement, parce que je sais que Alex, il est très focus sur les PCR, et tu as raison. Et je pense que t'es beaucoup trop savante pour nous, et peut-être, enfin, en tout cas pour moi. Et j'avais pas vu les supplémentaires. Mais même indépendamment de ça, parce que moi, si tu restes sur le matériel et méthode, j'ai rien vu. Indépendamment de ça, encore une fois, c'est une publication qui a changé le cours du monde. 20 patients, et 20 patients au final, parce qu'en intention de traitement, on avait 26 patients. On n'oublie pas au départ. En plus, il avait 26 patients, et il y en a 3 qui partent, 2 qui décèdent.
En fait, il a fait un cherry picking de malade, quoi. Et effectivement, en plus, c'est pas du tout une étude contrôlée, puisqu'on a un bras témoin, un bras de contrôle non traités par hydroxychloroquine. C'est des patients qui ne sont pas du tout les mêmes, enfin, issus du même centre. Ça n'a pas été une étude randomisée et contrôlée, quoi. Donc, en fait, la méthodologie de cet article, de cette étude, je m'en foutrais complètement si ça n'avait pas eu ces impacts, quoi. Mais la méthodologie, il y a absolument rien qui va, quoi. C'est juste ça. Il n'y a pas que les PCR, à mon avis, parce que tu dis, ouais, ça va, on peut rester chill, c'est bien si ça, enfin, non, même indépendamment des techniques PCR, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de warnings pour dire que ça n'allait pas, quoi. On sentait que c'était. À un moment, il dit, on a fait de la culture cellulaire, et puis, pof, il dit que ceux qui ont gardé le virus le virus est enfin, ceux dont les PCR est positif, le virus est cultivable. Je sais pas, moi, j'ai relu récemment cet article. Donc, voilà, enfin, on a l'impression qu'on se fait embrouiller à tous les étages, quoi. Voilà, C'est pour abonder dans vraiment ton sens. En fait, moi, j'étais très technicien, enfin, je suis allé dans le Ouais. cambouis, on va dire, de la partie scientifique de cette Ouais, publication bien et de la sûr. partie PCR. On n'est pas obligé de comprendre cette technicité qui demande en fait des connaissances en biologie moléculaire. Et ce qui est assez drôle, c'est que je vais compléter en disant, il y a un site qui s'appelle PubPeer, que je recommande à tout le monde quand il lit un article scientifique. PubPeer, en fait, c'est un site où on a le droit de commenter, de reviewer, en fait, donc de revoir une publication scientifique après qu'elle soit publiée, parfois même avant. Hein, on a le droit juste de commenter et de dire s'il y a des failles, des erreurs, ou voire même des manipulations de données soupçonnées, ou si on a l'impression qu'il y a des images truquées. Donc, ce qui est intéressant, Pour c'est que poser dans des PubPeer, questions. voilà, vous posez des questions tout simplement aux auteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur PubPeer, dès la publication du préprint de Gautret, donc avant même qu'elle soit publiée dans un journal scientifique, bon, ça a duré que 24 heures, ce qui n'est pas normal, mais ça dit en passant, mais déjà au stade préprint, il y avait, je crois, 90 commentaires, un truc comme ça, j'avais regardé sur PubPeer, moi j'étais parmi les premiers à regarder ça, et donc j'ai commenté aussi, je fais partie de ces premiers commentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que les commentaires, quand on les lit, sont principalement des commentaires de biologistes moléculaires. Donc de gens qui ont été formés aux mêmes techniques que moi, qui maîtrisent la PCR et qui savent faire ça. Donc en fait, tous ceux qui connaissent un peu la biologie moléculaire et qui ont la main dans le cambouis à ce niveau-là, ont vu qu'il y avait un souci avec ce truc. Ils ont dit, là, il y a un gros problème. Donc, après, une personne qui n'est pas compétente, on va dire, en biologie moléculaire, qui n'a pas fait des PCR, qui ne sait pas comment ça marche, etc., elle aura peut-être plus de mal à s'en rendre compte. Elle peut soit faire confiance à cet ensemble de commentaires, déjà, ça c'est un bon point, mais ensuite elle peut se dire, bon, soit peut-être qu'il a baissé la charge virale, mais du coup, qu'est-ce que ça fait en pratique? Et c'est là que Véronique a raison. Quand on regarde le procédé ensuite, c'est qu'au lieu de faire ce que tout le monde ferait, c'est-à-dire de dire, tiens, on a un très très bon signal, maintenant on peut lancer un essai clinique massif, on peut le tester sérieusement, il va tout faire pour que ce ne soit pas testé. Et il va tout faire pour que ça aille directement dans le champ du débat public, et il va tout de suite éviter tout débat scientifique. Première manière d'éviter le débat scientifique, ne pas publier dans un journal dont on ne connaît pas l'éditeur. Généralement, quand on a envie de proposer une solution révolutionnaire ou quelque chose de vraiment très important, on ne va pas le publier dans un journal de seconde zone, et encore moins dans un journal où on est ami avec l'éditeur. On va le publier dans un journal où on va exprès aller dans un journal de gens qui ne nous sont pas favorables nécessairement ou qui sont neutres par rapport à nous, mais surtout un journal de haute qualité, réputé pour avoir un reviewing de très. Si on passe ce niveau d'exigence, bah là, du coup, on sait qu'on est crédible. Alors que si on le publie dans un petit journal de seconde zone, bah on est beaucoup moins crédible. Donc déjà, le premier indice qu'on aurait pu se dire, c'est mais pourquoi est-ce qu'il l'a publié dans New Microbes, New Infections et dans ces trucs-là, alors qu'on avait moyen de le publier dans Science, Lancet ou Nature, qui sont des journaux réputés. Et d'ailleurs, justement, les fraudes scientifiques, souvent on parle du Lancet Gate, les fraudes scientifiques, ceux qui arrivent à frauder le système, il y en a beaucoup dans les petits journaux, mais celles qui font vraiment l'actualité, c'est celles qui passent dans les grands journaux. Et heureusement, les grands journaux, généralement, réagissent en rétractant les papiers. Les petits journaux, c'est une bataille, à l'exception de Wakefield, où il y a eu une bataille très longue contre le Lancet et qui avait énervé beaucoup les scientifiques. Mais par exemple, pour J'allais le dire, ouais.
scandale, ça a duré une semaine. Voilà. Par exemple, dis en 2 mots ce que c'est Wakefield, parce que les gens ne savent pas forcément. Alors Wakefield, effectivement, Rapidement, hein. pour moi, on a beaucoup Emblématique. entendu parler du Lancet-Gate, je vais quand même préciser ce que c'est. Hein. C'était une publication qui disait que l'hydroxychloroquine était inefficace, voire dangereuse, et qui est sorti dès 2020, et qui en fait s'appuyait sur des données qu'on pense être inventées. En tout cas, on ne sait pas. Les auteurs n'ont jamais dit d'où venaient ces données, et on pense qu'elles ont été totalement inventées. Sauf qu'ils ont publié en allant dans le sens du vent, parce que tout le monde était en train de se rendre compte qu'il y avait un problème avec l'hydroxychloroquine. Et donc, évidemment, le journal ne vérifie pas la source des données, il regarde l'analyse qui en est faite. Ils avaient eu l'impression que c'était bien fait, ils ont dit c'est bon, on valide. Et donc ça a été ce qui a rendu populaire, on va dire, parce qu'il y avait la crise Covid et tout le monde regardait la science, donc tout le monde s'est rendu compte que le Lancet pouvait publier des fraudes. Mais ce qui est moins connu, c'est une fraude plus ancienne, qui date des années 90, si je me souviens bien, je ne sais plus l'année exacte. D'un scientifique fin 90, ouais. Qui s'appelle Andrew Wakefield, et qui parlait qui était anti-vax en fait, et qui disait que les vaccins causaient l'autisme. Et du coup, il a réussi à faire croire ça, on va dire, pendant un certain temps, qu'il y a un risque de déclencher des pathologies avec le vaccin, sur la base également de fraude, hein, de données truquées, etc. Et il a fallu attendre une dizaine d'années pour que ce soit reconnu comme étant truqué. Et pendant ces 10 ans, Wakefield a fructifié en quelque sorte, avant de se faire dégager du monde scientifique et de la communauté médicale pour ses fraudes. Il a réussi à faire fructifier tout ça dans le grand public. Et il a réalisé un film qui s'appelle Vaxed et qui était déjà diffusé au niveau du Parlement européen par les acteurs de la désinformation actuelle sur le Covid, comme feu Michel Rivasi, qui est maintenant décédé. Mais voilà, toutes ces personnes-là, quoi. Et il faut ajouter rapidement que dans ce scandale, qui est pour moi le vrai Lancegate, hein, ça a pris 12 ans de rétracter cet article, bien que une investigation d'un reporter du BMJ, donc le British Medical Journal, une investigation d'un reporter du BMJ, donc le British Medical Journal, avait mis en avant le fait que en fait, Andrew Wakefield avait non seulement un petit peu, comme on dit parfois dans le milieu, fait un massage à ses données, mais en plus de ça, autre chose qu'il a pu faire et qu'il n'a pas déclaré, en fait, c'était qu'il avait des conflits d'intérêts, lui, réels avec le monde pharmaceutique. C'est-à-dire qu'en fait, son étude prouvait que le vaccin MMR, donc ROR en français, rougeole oreille rubéole, quand il était combiné, était dangereux pour la santé, et qu'il fallait par conséquent le prendre séparément, prendre 3 choses séparées, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que son étude avait été, ses études d'ailleurs, pas que son étude, avait été financée par une compagnie pharmaceutique dans laquelle il y avait des actions et pour lesquelles il avait mis en avant cette étude-là. Donc il avait des intérêts financiers à dire que le vaccin MMR ou ROR en français, du coup, était dans, je vous ai mis des liens dans le chat, quoi, qui pourraient être partagés, du coup, mais voilà, c'est pour moi le vrai Lancegate, c'est ça, c'est 12 ans pour faire rétracter cet article, alors qu'on savait avant moins de 10 ans qu'il y avait déjà eu des problèmes de manipulation de données et de conflits d'intérêts non déclarés, ce qui est quand même terrible. Et ça nous suit encore aujourd'hui, cette espèce de les vaccins causent l'autisme, c'est repris par beaucoup, dont des scientifiques qui sont encore en poste, hein, notamment MIT par exemple. On parlait tout à l'heure de l'article de Senef et al., qu'on a été débunké avec Véro, Fabrice, Alexandre, Jérôme Barrière et d'autres. Et qui est en fait Stéphanie Senef, qui est prof au MIT et qui met souvent en avant le fait que les vaccins causent l'autisme dans des papiers publiés dans des journaux pas très recommandés ou recommandables. Je voulais revenir sur la méthodologie de Gautret, parce que je me suis intéressé à un peu plus de la bibliographie de Didier Raoult et de l'IHU que la seule chloroquine. Et en fouillant le passé, finalement, j'arrive à comprendre comment ils pouvaient se demander qu'on ne les croit pas sur une étude comme celle-là, puisque c'est un peu ce qui a toujours été fait. Le traitement à l'hydroxychloroquine pour la fièvre Q, de mémoire, c'est une 30aine de patients. Et on décrète que c'est un traitement sur un niveau de preuve assez faible. Les essais cliniques plus ou moins prouvés sur la tuberculose, c'est un case report, c'est-à-dire on rapporte un cas où on a donné un traitement, on ne sait pas bien pourquoi, à une patiente de mémoire, et on décrète que c'est un traitement. Ils ont voulu faire la même chose avec le VIH. Bon, il y a un essai clinique randomisé qui a interrompu un peu tout ça. Donc, quelque part, moi, j'ai l'impression que c'est la méthodologie que cette équipe utilise depuis le début
et qu'un jour on leur dit ben non, on vous croit pas, cette méthodologie elle est branlante. Ils disent mais comment? Mais ça fait 20 ans que vous nous croyez. Donc je comprends un peu qu'il n'ait pas pu recevoir les critiques. Maintenant, au niveau de l'argument d'autorité, il y a quand même quelque chose que je trouve assez cocasse. C'est que, par exemple, quand on a publié les 456 études sur lesquelles on émet des doutes sur l'aspect éthique, bien sûr que cette liste, elle est envoyée à l'IHU. Bien sûr qu'on n'a jamais eu la moindre réponse. Il a fallu qu'on sorte ce papier, que ça fasse un peu de bruit, que Science fasse un article pour que Didier Raoult réponde. Voilà, on est sur les limites. Oui, il a hors sujet, hein, clairement. Mais on est sur les limites de l'argument d'autorité. C'est que l'argument d'autorité, ok, je ne réponds qu'à quelqu'un qui est au-dessus de moi. Bah, là, il a trouvé quelqu'un à qui il devait répondre. Voilà. On a perdu Jonathan. Enfin, il parle que Ouais, je crois qu'on a perdu John. Reviens. Ah, c'est pas grave. Je suis toujours là, je crois que j'ai juste perdu ma caméra. D'accord. Rassure-moi, tu n'es En pas fait, ce qu'il aime pas, Raoult, c'est pas tellement qu'il ne veut pas parler à des gens qui sont moins intelligents que lui ou moins brillants que lui. Il veut parler à des gens qui font allégeance. Parce que Hanouna, ça va. Booba, ça va. Et je pense pas que Booba soit un brillant scientifique, a priori. Ou en tout cas, il n'a pas fait la démonstration. Il a bien Donc, en fait, caché. ce qu'il veut, c'est pas tellement parler avec. Il n'a pas la teuf de parler à des gens trop débiles comme nous. C'est qu'il veut des gens qui fassent allégeance, qui fassent génuflexion. Là, ça va. C'est pas une histoire de brillance de son auditoire. Je crois pas. Les gens qui le challenge, ils n'aiment pas ça, quoi. Mais ouais, j'en connais en fait. Moi, j'en ai vu déjà des Raoult. J'ai croisé quelques-uns. Bah, il a refusé le débat, typiquement au Sénat. Moi, je trouve que ce qui est scandaleux réellement, c'est l'acceptation avec laquelle tout s'est fait. C'est-à-dire que il ne monte pas à Paris Ça, c'était un piège. pour s'entretenir avec le président. Le président descend. Il se fait auditionner dans une commission d'enquête. Bah, il n'y a pas de problème, il veut pas de contradicteur. Il refuse qu'il y ait le moindre contradicteur. On lui accorde. Alors que c'était prévu qu'il y ait d'autres personnes qui parlent avec lui. Pire que ça, durant cette commission d'enquête, il affirme qu'il n'a jamais recommandé de l'hydroxychloroquine, ce qui est factuellement faux, puisque dans une publication, il est écrit « Nous recommandons l'hydroxychloroquine ». Je vois un article de presse où un juriste nous explique que légalement, c'est pas, il n'a pas menti ou je sais pas quoi. Je suis pas juriste, je connais rien à la loi, mais allez me dire qu'il n'a pas menti en commission d'enquête parlementaire alors qu'il dit « je n'ai jamais recommandé » et que un mois avant, il publiait par écrit en anglais « nous recommandons l'hydroxychloroquine » et il y a son nom qui est dans la signature. Je ne comprends pas, je comprends pas comment on arrive à cette conclusion. Il y a plein de choses qui, pour moi, ont dysfonctionné. Ou alors il faudra m'expliquer plus en détail ces choses-là parce que je ne comprends vraiment pas le processus décisionnel qui a été pris. Mais je ne comprends même pas pourquoi il était encore en place en 2020, au début de la pandémie, avec les affaires et les scandales préexistants de 2018 notamment, qui étaient révélés en 2018, mais qui dataient de longtemps avant. Hein. Il y avait plein de scandales à l'IHU. Et pour moi, la classe politique type Renaud Muselier, qui continue encore aujourd'hui à faire n'importe quoi dans le conseil de l'IHU, hein. Mais ce que Renaud Muselier fait, c'est gravissime. Et c'est là que je trouve, je ne sais pas, je pense qu'en tant que citoyen, on a des leviers, qui sont des leviers politiques. On n'est pas censé faire de la politique ici, on parle de science, mais je pense qu'il est nécessaire de sanctionner les politiciens qui ont fait ce genre de choses. J'appelle tout le monde à ne plus jamais voter Muselier de sa vie, même s'il est républicain ou de droite, qu'il se trouve un candidat autre que Muselier. Hein. Voilà. Parce que c'est pas une question de sensibilité politique. Là, c'est une question vraiment de soutien à la fraude et de manque gravissime à la santé publique, en fait. Hein. Et je parle même pas de Christian Estrosi qui au départ de la pandémie, commence à agiter la chloroquine face caméra en disant qu'il prenait l'hydroxychloroquine tous les jours, qu'il faisait confiance à Raoult, grand scientifique. Et juste après, une fois que les premiers mois de pandémie sont passés, il reçoit la Légion d'honneur pour sa gestion magistrale de la pandémie. Non, cette Légion d'honneur devrait être retirée. Alors,
J'en profite pour enchaîner. On me remonte des commentaires sur TikTok en lien avec les vaccins. Eloni voulait peut-être dire un mot à ce propos. Donc je te laisse Ouais, la parole là-dessus. merci. Je vais enchaîner sur un truc rapide d'abord pour dire que, effectivement, comme avait dit un petit peu Alex là à l'instant, quand même, il y a un truc qui est un petit peu étonnant. Je peux comprendre que quand on est sous le coup d'une interview live, etc., on puisse parfois avoir des propos scientifiques un petit peu poussés, à être trop sûr de soi ou pas assez, etc. Parce que si tu live, c'est pas facile. La communication de l'IHU, elle a été souvent enregistrée, puis montée ensuite en vidéo. On a eu des propos extrêmement vraiment donné avec énormément de confiance. C'est quand même particulièrement problématique. Ça n'a pas été supprimé en montage. Il y a eu des mensonges qui ont été donnés ça, je peux le déclarer peut-être en conflit d'intérêt. Didier Raoult a dit que je voulais envoyer une voiture suicide sur l'IHU. La vidéo a été vue, montée, ça a été publié sur la chaîne de l'Institut IHU Méditerranée Infection. Donc on voit que la communication, c'était un peu la roue libre. Elle vient d'être supprimée il y a pas longtemps, ou en tout cas délistée, mais c'est quand même assez terrible. Elle est délistée seulement, Fab? Sur sa chaîne perso, c'est ça la science. J'ai pas vérifié si elles y étaient toutes, mais il a remis un grand nombre des vidéos qui étaient sur la chaîne de l'IHU. Donc elles sont plus sur la chaîne de l'IHU. Mais je sais pas, faudrait vérifier si celle-ci est toujours en ligne. Mais il a tout remis. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose de problématique. Et pour enchaîner rapidement parce que je regarde un petit peu les commentaires TikTok en vous écoutant, moi, il y a un truc que je trouve un petit peu intéressant quand même, c'est là, on est en train de parler d'un problème d'éthique, d'un problème de recherche qui vient de l'IHU. Et comme toujours, comme sur tous les réseaux sociaux, dès qu'on parle de l'IHU en France, en tout cas, ça dérive très rapidement sur les vaccins, sur tout ça. C'est quand même un petit peu intéressant de voir toujours ce parallèle. C'est un peu un sophisme très souvent, whataboutism qui est envoyé à chaque fois. Ah oui, mais les vaccins, ah oui, mais si, ah oui, mais ça. Mais on peut quand même répondre à quelques trucs. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait, et je suis désolé, que quelqu'un dans sa famille avait fait une thrombose veineuse probablement. C'est très grave, je suis désolé. Néanmoins, affirmer que c'est dû au vaccin, c'est un petit peu compliqué. Ça s'affirme pas comme ça. Sur le cas par cas, c'est compliqué. Souvent, ce qu'on arrive à faire, c'est avoir des signaux dans les données épidémiologiques de suivi post-vaccination via des bases de données déclaratives ou non. Il y a les deux, via des études cliniques, etc. aussi, évidemment. Donc, c'est des cas un petit peu compliqués. Néanmoins, les vaccins, c'est pas particulièrement le sujet de ce dont on essaie de parler. Donc, je pense que ça n'a pas particulièrement d'intérêt après tout ce qu'on a essayé de voir là sur la méthodologie, etc., et l'éthique, de parler des vaccins, parce que on peut en parler, effectivement, mais c'est deux sujets quand même assez séparés, je pense. J'ai une petite remarque à faire. Je prends beaucoup la parole, n'hésitez pas si vous voulez parler aussi. Mais ouais, sur les thromboses, justement, si j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait une thrombose, peu après les vaccins, et même si c'était grave, etc., je peux avoir un ressentiment par rapport à la gestion et la manière dont ça a été géré parfois, si la thrombose était trop tard ou s'il y a eu un souci quelconque. Et parfois, on peut blâmer, certains pensent qu'il faut blâmer le vaccin, mais moi, j'aimerais bien blâmer autre chose aussi. J'aimerais blâmer la désinformation de certains anti-vax, leaders anti-vax, qui sont connus comme disant toujours du mal en mentant à propos des vaccins, et qui racontaient que tout le monde allait avoir des thromboses et que ça allait être une hécatombe de thromboses. La conséquence de ce discours, c'est que certaines personnes qui sont allées se faire vacciner étaient inquiètes, avaient peur, en se faisant vacciner, d'avoir des problèmes, des myocardites, des thromboses ou divers problèmes circulatoires. Résultat, beaucoup de monde, au premier signe, à la première inquiétude, était très vigilant par rapport à ce qui se passait dans leur corps. Et au premier signe, au premier pincement dans le cœur, dans le cœur, à la poitrine en fait, premier pincement à la poitrine ou au premier signe, allaient consulter. Et les médecins qui avaient entendu parler de tout ça avaient envie quand même de se prémunir les médecins traitants avaient sans doute envie de se prémunir aussi de ne pas avoir fait le nécessaire si jamais il y a vraiment un problème, et donc envoyer un diagnostic. Si bien que moi, il se trouve que j'étais en relation avec quelques médecins vasculaires dont le rôle est d'étudier les thromboses et les myocardites régulièrement, du fait de ma lutte contre la désinformation. Et ils m'ont dit, mais
le nombre de consultations a explosé. Le nombre de personnes qui voulaient vérifier s'ils avaient une thrombose ou une myocardite a explosé. Mais par contre, le nombre de négatifs a explosé aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, à cause de cette désinformation, plein de monde qui s'est inquiété, et donc plein de monde qui voulait vérifier au cas où. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, à cause de cette désinformation, plein de monde qui s'est inquiété, et donc plein de monde qui voulait vérifier au cas où. Qu'est-ce que ça a pour conséquence sur un système de soins? Bah, ça a comme conséquence que quelqu'un qui fait vraiment une thrombose, il va être pris en charge moins rapidement, parce qu'il y a toute une file d'attente de gens qui sont inquiets pour rien, entre guillemets, ou pour quelque chose qui n'est pas une thrombose. Donc en fait, il vaut mieux que on détecte vraiment toutes les thromboses et qu'il y ait quand même un seuil relativement bas de détection, quoi. Quand il y en a des signes cliniques, on s'inquiète. Je suis pas en train de dire de ne rien faire. Par contre, si on commence à créer une sorte de paranoïa, une peur excessive à ce sujet, bah en fait, on va totalement rompre la chaîne du soin et rompre les analyses et créer des retards et faire courir des risques aux personnes qui font effectivement des thromboses. Donc finalement, moi, je blâmerai pas le vaccin, je blâmerai les désinformateurs. Parce que le vaccin, les études ont été faites pour savoir à quel point il peut causer des thromboses, quel est le risque, etc. Le risque reste extrêmement faible. Effectivement, lorsqu'on a une réaction immunitaire en général, il peut y avoir des myocardites, des thromboses et des choses comme ça, parce que les anticorps vont se ficher au mauvais endroit, pour faire très simple, hein, et vont bloquer un petit peu la circulation sanguine. Ça peut nous arriver sur plein de virus, en fait. Et là, le souci, c'est que si faut voir statistiquement, si on en fait beaucoup plus dans la population ou pas par rapport au vaccin, si la réaction immunitaire, elle est tellement forte et les anticorps produits sont tellement ont une forme particulière qui va favoriser la fixation au mauvais endroit. Là, dans ce cas-là, oui, on va observer une augmentation des thromboses et des myocardites et des choses comme ça, mais en fait, ça n'a pas été observé. Les scientifiques ont fait les statistiques nécessaires. C'est extrêmement faible. Les thromboses, c'était pas tous les vaccins, c'était principalement le AstraZeneca à cause parce qu'il y avait le vecteur viral. En fait, c'était pas par rapport aux spicules, c'était pas par rapport donc au coronavirus, mais c'était beaucoup plus par rapport au vecteur viral qui était utilisé, le rhume du singe, qui avait ces thromboses. Et de manière générale, elles ne représentaient pas un nombre conséquent et statistiquement énorme par rapport au nombre de vaccinés. Le risque était, j'ai plus les chiffres en tête, mais on comparait ça au risque de mourir foudroyé dans la rue ou des choses comme ça. Enfin, c'était un risque extrêmement bas. Et je peux On a choisi. rajouter un. Vas-y. Non, pardon, excuse-moi, je crois que t'avais fini. Vas-y. Hein. N'hésite pas à couper. Non, parce mais que justement, parce que c'était important de rajouter ça et j'y pensais en même temps que tu parlais. Il faut savoir que pour ce vaccin, alors moi aussi, hein, j'ai oublié de vous dire, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je suis pas clinicienne, donc je peux pas prescrire. Je n'intéresse absolument pas l'industrie pharmaceutique. Juste, faut savoir que pour ce vaccin, la vigilance, la pharmacovigilance, elle a été surarmée. On n'a jamais autant surveillé un produit parce qu'effectivement, le produit est sorti, le vaccin ça n'a échappé à personne, en tout cas pas, en tout cas, et fortiori pas aux complotistes que le vaccin est sorti très vite. Mais il a passé tout le crible d'un produit, d'un médicament, il a été testé, etc. Mais enfin, en tout cas, il a été extrêmement surveillé. Et l'AstraZeneca, comme disait Alex, il y a eu des cas, effectivement, de thrombose, certaines qui n'ont pas été mineures, hein. Par exemple, du thrombose du système nerveux central. Ça a été extrêmement rare. Mais en tout cas, on s'est aperçu que c'était chez les femmes, c'était surtout chez les jeunes. Et dès qu'il y a eu ce signal qui était sorti, on a tout de suite arrêté d'utiliser ce vaccin. On est passé, parce qu'on a vu qu'avec le Pfizer, il n'y avait pas ce signal de toxicité. Donc, il y a eu une réactivité, hein. Ça a été tout de suite qu'on a si je peux me permettre, je voulais même rajouter un petit point. Tu me corriges si je me trompe, mais je pense que il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas eu le Pfizer qui existait à ce moment-là, si on avait eu que le AstraZeneca, on aurait continué avec vacciné en fait. C'était intéressant de se faire vacciner. Tout à fait. C'est juste parce qu'il y avait un vaccin qui ne présentait pas ce risque, qui était également disponible. On en avait un qui avait une balance bénéfice-risque qui était encore mieux. Mais effectivement, parce que on l'a pas dit, mais le ratio bénéfice-risque, c'était ça.
Nous, je pense qu'aucun de nous 4 ça nous intéresse de vacciner les gens. On n'a aucun intérêt à vacciner les gens. Mais pourquoi on a dû vacciner les gens? Parce qu'on a eu cette putain de pandémie, quoi. Et avec cette mortalité. Sinon, le vaccin, on s'en fout, quoi. S'il n'y a pas de virus, on s'en fout du vaccin. Et on n'est pas en train de faire l'article du vaccin parce qu'on a quelque chose personnel à gagner, quoi. Mais bon, voilà. Et il a fallu faire, comment dire, quelque chose. Enfin, voilà, le vaccin, c'est toujours, ça s'évalue en termes de bénéfices-risques, quoi. Et les thromboses, les myocardites, et évidemment les décès, ben c'est vraiment, beaucoup plus souvent, et c'est un euphémisme de dire ça, associé à une infection Covid que un effet secondaire du vaccin, quoi. Excusez-moi, c'est un peu maladroit de parler comme ça, mais bon, voilà, quoi. Non, il faut toujours raisonner en termes de risque. Le risque zéro n'existe jamais sur rien. Et effectivement, ben voilà, quand on a. Le risque non zéro, on a pris parce qu'en face, il y avait le risque. Enfin, il y avait le en fait, on choisit la voie qui est la moins risquée, en fait, entre ne pas se vacciner et se vacciner. Mais ne pas se vacciner était toujours, et quel que soit l'âge, un choix plus risqué. Voilà. Alors, quand Mais on est jeune, effectivement, c'est le une risque, donnée, le risque est plus faible, parce que évidemment, on ne risque pas beaucoup de mourir du Covid quand on est jeune. Donc, le risque existe toujours, mais il est plus faible. Donc, finalement, se vacciner quand on est jeune a un bénéfice, mais qui est moindre que de se vacciner quand on est une personne âgée. Il y a une petite question sur les dédimères que j'aurais bien aimé répondre, parce que je l'ai vu passer. Et je la trouve. En fait, je voudrais aborder cette question d'un point de vue du fraudeur maintenant, du manipulateur. Donc, il y a un médecin qui s'appelle Peter McCullough, qui s'est fait connaître grâce à ça et qui a trouvé un truc très astucieux. Alors, les dédimères, c'est des produits de la dégradation de la fibrine. Donc, on va pas rentrer dans les détails techniques, médicaux, mais en gros, c'est quelque chose qui apparaît quand il y a une dégradation de tissu, d'un certain tissu, qui peut avoir lieu en cas de thrombose, mais aussi lorsqu'on a une inflammation. Et qui a lieu assez régulièrement. En fait, les dédimères, c'est quelque chose de très variable dans le sang. Quand on parle à des professionnels de santé, moi je ne le suis pas, je ne suis pas médecin, quand j'ai tout de suite demandé un peu à des médecins ce que c'était que ces dédimères, et j'ai regardé un peu ce qui se publie dans la littérature. Et en fait, les dédimères, ça bouge beaucoup. C'est un indicateur qui n'arrête pas de varier. Et ça, c'est parfait si je veux manipuler les gens et leur faire croire un truc. Bah, c'est super simple. Je vais dire, je vais prendre un truc qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas de changer, un indicateur où je suis certain qu'il y a au moins la moitié des gens où ça va monter juste après la vaccination. Et je vais dire, regardez, les vaccins, ils causent des thromboses à tout le monde. Faites des analyses de dédimères. Vous allez voir, ça va monter. Et en fait, bah oui, de facto, si on ne se vaccine pas et si on fait rien, les dédimères, chez 50% des gens, je le fais un jour et je le fais une semaine après, bah ça monte. Ouais. Et puis l'autre moitié, ça descend. Parce que ça n'arrête pas de varier dans tous les sens, quoi, en gros. C'est pas un indicateur super fiable. Et donc, ouais. Oui, vas-y, Véro. Non, mais les dédimères, c'est un truc qu'on apprend à la fac. C'est juste parce que c'est l'objet de débat, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions sur les dédimères. Les dédimères, c'est un marqueur d'activation de la coagulation. Et en fait, c'est un examen biologique qui existe, tous les labos le font. Et ce marqueur n'a d'intérêt que lorsqu'il est négatif. Quand inférieur à 0,5 mg par litre, peu importe, en dessous d'un seuil, il est intéressant parce qu'il t'exclut à 100% ou 99,9% une thrombose ou une embolie pulmonaire. Et en fait, mais par contre, il a une spécificité dégueulasse, c'est que la positivité de ce marqueur n'est absolument pas spécifique. D'une thrombose, tu peux l'avoir effectivement, comme tu dis, une inflammation, la grippe, un cancer. Bon, un cancer, tout le monde n'a pas un cancer, mais une petite infection virale ou je sais pas, une infection urinaire, ça va te faire augmenter les dédimères. Donc l'intérêt des dédimères, c'est seulement quand c'est négatif, en fait. Ouais, c'est pour ça que on fait des vannes entre biologistes en disant oh là là, les dédimères, ils sont comment, faut appeler le SAMU, etc. Parce que les dédimères positifs, on s'en fout complètement, quoi.
L'intérêt Ouais, l'intérêt c'est que pour ouais, éliminer. ça a un intérêt en négatif. Et c'est justement là, on a quelqu'un qui est McCullough, je le redis son nom, qui n'a pas arrêté au début de la pandémie de jouer sur ça. Lui, il le sait pertinemment, puisqu'il est médecin, il a eu ses formations, il connaît les dédimers. Cardiologue. Et donc, il s'est amusé à s'en servir pour manipuler les gens et leur faire peur. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, en fait. Quand on a des connaissances Pourquoi il veut et qu'on faire les ça? Pourquoi il a instrumentalise, fait ça? Et- c'est devenu un leader anti-vax, hein, qui est devenu très populaire, qui a maintenant rejoint pas mal de sphères Trumpistes et compagnie aussi. Hein, donc il est dans le. Alors, il y a des intérêts. Je sais pas ses intérêts, hein, clairement. Je peux pas parler à sa place. Je suis pas dans sa tête. Mais Il y a eu des des intérêts pilules financiers. anti-spike. Comment? On parle de Ils conflit vendent des d'intérêts. pilules anti-spike. Wellness, Oui, là, dans ça aussi, c'est vrai, il a les intérêts économiques là. ouais. Ouais. Donc, Oui, moi, apparemment, il se j'ai fait pas envie des de coups. l'accuser tout de suite. Je sais pas, hein, je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Mais McCullough, il fait partie de cet ensemble d'influenceurs, on va dire. Je voulais parler plus généralement de l'Intercept, de l'enquête qui a été faite. Il y a des hackers qui ont réussi à récupérer. Je voulais parler plus généralement de l'Intercept, de l'enquête qui a été faite. Il y a des hackers qui ont réussi à récupérer les données d'entreprises qui ont été créées durant la pandémie aux États-Unis pour vendre de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, etc. Et donc, il y a des tas de profiteurs de la pandémie, des individuels, hein, qui ont créé des entreprises, qui ont créé du business et qui se sont fait de l'argent au sein de la pandémie. McCullough, lui, voilà, je voulais en venir à ça, lui, il a fait un autre type de business qui est plus récent. Et là aussi, il n'y a pas que lui, il y en a plein qui font ça. C'est une sorte. Le truc le plus dégueulasse, c'est le nettoyage du sang, ils appellent ça. C'est en gros d'inventer une sorte de toxicité extrême pour le spicule. Donc de dire que comme le spicule serait extrêmement toxique, bah, le spicule, on le trouve à la fois dans le virus, mais aussi dans le vaccin, puisque le vaccin n'a pris que le spicule pour déclencher la réaction immunitaire. Donc c'est bien parce que du coup, nos proies, nos cibles, c'est tout le monde, anti-vax comme vacciné. Et donc, du coup, on peut dire à tout le monde, vous êtes rempli de spicules toxiques, ce qui est faux, hein, mais on leur raconte, et on leur propose des tas de choses. On a des Astrid Stuckelberger qui vont vous proposer, je sais plus quoi, du cumin ou des trucs comme ça, des produits naturels, entre guillemets, mais bon, qu'il faut quand même acheter dans sa boutique. Et puis on a d'autres gens comme Beate Jäger, je crois qu'elle s'appelle, qui en Allemagne va utiliser des machines qui vous pompent votre sang et vous le filtrent pour vous le réinjecter. Donc vous avez plein de trucs. Le spectre est très varié, de divers charlataneries, et qui sont en plus promus parfois, et c'est là que je trouve ça encore plus grave, l'Allemande là, qui fait le nettoyage du sang, elle est passée dans un petit documentaire Arte tranquille. Elle vous explique dans le documentaire Arte qu'elle nettoie le sang des gens, etc. Parce que leur cible, c'est aussi ceux qui ont un Covid long. Donc ils vont cibler les Covid longs, ils vont cibler les personnes qui anti-vax ou qui ont été vaccinées, qui sont devenues anti-vax et du coup qui s'imaginent qu'il y a un problème avec ça. Les personnes qui sont influencées par leurs vidéos YouTube qu'elles regardent H24 où on leur raconte que le spicule est toxique et où tous les Malone et compagnie n'arrêtent pas de raconter ça. Donc en fait, il y a effectivement une sorte de business qui a été créé sur ça. Et malheureusement, c'est difficile de lutter parce que nous, on n'a pas de business à défendre et on ne gagne pas de business qui a été créé sur ça. Et malheureusement, c'est difficile de lutter parce que nous, on n'a pas de business à défendre et on ne gagne pas d'argent sur ce qu'on fait. Donc on est évidemment investi pour la santé publique, notre motivation c'est la santé publique, et elle se fait sur notre temps libre, sachant qu'on a besoin de vivre aussi et donc de bosser à côté. Chose que eux ne font pas, puis eux ils font que profiter de leur désinformation. On a Céla qui souhaite intervenir parce il nous indique qu'il y a pas mal de commentaires sur des aspects politiques et il voulait juste faire une petite intervention là-dessus. Voilà, alors bonjour, je vais me présenter très très succinctement. Hein. J'ai un background en sciences médicales, en sciences de la santé. J'ai un background universitaire, je suis moi-même actuellement universitaire. Universitaire, du coup, je le précise tout de suite, pas de conflit d'intérêt avec l'UHU, mais universitaire avec Aix-Marseille Université. Donc, j'ai connu l'UHU, mais je n'y ai jamais travaillé, je n'ai pas habileté à exercer, je n'y ai jamais recherché quoi que ce soit et je n'ai jamais mis les pieds dans les locaux là-bas. Et effectivement, je vois beaucoup de commentaires sur la politique qui reviennent. Et en fait, il faut se dire quelque chose dans la science, c'est que la science n'est pas
pas la politique. Par contre, la science, elle peut être médiatisée. Et c'est quelque chose que nos invités ont extrêmement bien expliqué. Elle peut être extrêmement bien médiatisée, comme extrêmement mal médiatisée. Ce qu'expliquait effectivement Alexa, voilà, sur la machine qui va repomper votre sang. Donc ça, c'est le cas de l'aphérèse, effectivement, qui va, c'est pratiqué, l'aphérèse, hein, on l'utilise notamment dans les dons de sang pour récupérer du coup les produits pour séparer votre plasma sanguin et pouvoir le récupérer uniquement et pas vous prendre une partie de sang totale. Mais là, effectivement, c'est médiatisé du mauvais côté par du coup des biais cognitifs qui vont être soit de la cooptation, soit des intérêts économiques, soit des intérêts politiques par des chercheurs. Car oui, même dans l'université, ça existe. Du peer review ignoble, par exemple des articles acceptés en 2 jours, ça existe. Hein. La preuve, ça a été le cas de l'article effectivement de l'IHU. De la pression interne aussi de la part de directeurs, même dans de la recherche simple, hein, entre un doctorant et son directeur de thèse, ça existe aussi. Donc on va avoir des pressions, on va avoir des arguments d'autorité, on va avoir des choses qui sont vraiment extrêmement présentes dans notre société et qui vont plus ou moins faire pencher la balance pour dire voilà, est-ce que je parle de ça, comment est-ce que je peux le parler. Et certains vont dire bah, je vais pouvoir parler de ça de cette façon parce que j'ai des connaissances et peut-être que là il y a de l'argent à le faire. Ou d'autres vont dire bah, on va pas parler de ça, on va essayer de voir, on va essayer d'avoir un consensus scientifique. Et à partir de là, du coup, se pose la question du peer reviewing, mais même le peer reviewing en lui-même ou même le post-reviewing, voyez un peu ça comme l'analogie d'une serrure. Ça doit être systématique, ça doit être sur toutes les portes, mais ça ne veut pas dire que votre porte est incassable. Ça ne veut pas forcément dire que votre porte est incassable. Et plus votre serrure sera sophistiquée, plus votre porte sera résistante, hein, certainement. Mais il y a toujours des choses à dire parce que la science est en constant changement. Et effectivement, d'où le post-reviewing. Hein, maintenant, on a des données qui sont fiables sur effectivement l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, etc. Notamment sur aussi les facteurs d'incidence et de prévalence. Hein. Je vois beaucoup de cas de thrombose, effectivement, qui ont été dites. Donc voilà, c'est très compliqué de déterminer qu'est-ce qui a causé quoi au niveau de la thrombose, sachant que les D-dimères, du coup, c'est de la microbio. Donc effectivement, sur une sérologie, d'un jour à l'autre, ça change. Hein. C'est très compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que la science n'est pas la politique. La science peut être médiatique, mais n'est pas du tout affiliée à de la politique. La science n'est pas la politique. Effectivement, il y a eu des ingérences politiques, il y a eu des ingérences internes à l'IHU. Hein. Je peux en parler parce que je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais on sait maintenant, même avec Marseille Université, que Didier Raoult a forcé certains de ses collaborateurs à co-signer certains de ses papiers. Effectivement, ça c'est quelque chose qui a été rapporté et qui est extérieur à la faculté, donc je peux en parler sans dans le respect total de la réglementation du droit à la propriété intellectuelle. Mais voilà. Et ça, tout ça, il faut se dire qu'un scientifique n'a pas la réponse à tout, mais que tout le monde construit ensemble quelque chose, et c'est ce pourquoi nous avons ces 4 invités ce soir, c'est ce pourquoi on a du peer reviewing, c'est ce pourquoi on analyse les données avant, pendant, après, et on essaye de les comprendre. Mais oui, il peut y avoir des ingérences politiques, et c'est extrêmement malheureux, et oui, il y en a, il y a même des ingérences à l'intérieur des universités, et on fait tout pour essayer de protéger ça, voyant encore une fois l'analogie de la serrure. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Pour oui, et ajouter, j'en profite vas-y. que le... Ah, pardon. Ah, non, bah, ouais, Vas-y. Rapidement, j'en profite pour parler de ça parce que il y a eu l'histoire du peer reviewing trop rapide. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'articles de l'IHU qui ont ces caractéristiques-là. De mémoire, dans un article que j'avais coécrit, du coup, pour lequel j'avais dirigé les travaux de recherche, on avait trouvé quelque chose comme 10 ou 15 papiers de l'IHU qui avaient été peer reviewés en moins de 10 jours. Dont de mémoire, encore une fois, 4 ou 5 en une journée uniquement, ou moins d'une journée, donc dans la même journée. Mais il y en a probablement plus que ça. Mais dans ceux qu'on avait trouvés, c'était pas énorme. Mais par contre, on en avait trouvé en tout, et pas qu'à l'IHU, parce qu'on avait fait une recherche systématique via PubMed, et les métadatas de PubMed, on en avait trouvé en tout quelque chose comme 270 articles de recherche pure. Hein, donc on ne parle pas d'une lettre à l'éditeur ou d'un petit literature review ou opinion, etc. Des articles qui présentaient des nouveaux résultats de recherche qui avaient été relus en une journée seulement par les lecteurs externes du journal, donc, ou pas relus du tout, parce que c'est pas toujours précisé, dont, pour ces 200 et quelques, quelque chose comme 30% environ, les auteurs étaient également éditeurs du journal scientifique qui éditait l'article.
Donc c'est le cas des articles de l'IHU. Philippe Cotterêts était un éditeur, donc pour l'article Cotterêts Academy High Hydroxychloroquine, était un éditeur, ou peut-être l'éditeur en chef, ou en tout cas il y avait quelqu'un qui était dans le journal. C'était le cas de beaucoup d'autres. Il n'y a pas qu'à l'IHU qui s'est fait. Et très peu de scientifiques ont répondu de ce phénomène-là. J'en ai posté quelques-uns sur PubPeer. J'ai eu quelques réponses, mais c'était plus du magouillage de bah oui, mais on n'avait pas trop le temps, alors on dit que c'était pas la peine de le reviewer, mais on l'a pas précisé dans le papier, qui était assez intéressant quand même. Voilà, c'est juste pour dire que ça ne se fait pas qu'à l'IHU, ça arrive partout, et effectivement la manipulation de la peer review, c'est un peu dommage. C'est nécessaire la peer review, mais c'est pas suffisant. On le voit souvent avec les articles qui arrivent malheureusement à passer ce check-là. Alors, c'est pas bon. Ok. Donc du coup, ce que je voulais faire là, c'est essayer de reprendre un petit peu, resynthétiser quelques petites choses pour repartir un petit peu sur un certain nombre de choses que vous avez fait, qui me semblent importants. Et comme les sujets ont été évoqués plus ou moins en détail, mais de manière un peu séparée, je vais en profiter pour lancer un petit peu le parallèle que moi j'y vois un peu personnellement. D'une part, j'ai l'impression que ce qui vous a amené à travailler sur le cas Raoult, IHU, etc., c'est d'un côté des problématiques au niveau méthodologique, à des niveaux plus ou moins importants de technicité. C'est-à-dire que j'ai un peu, si je comprends bien, vous avez identifié que à des niveaux très basiques de la méthodologie, il y avait des problèmes, au moins sur les premiers papiers, et à des niveaux beaucoup plus avancés de technicité, de type technique PCR, etc., il y avait aussi des problématiques. Et que ces problématiques, elles étaient pas seulement scientifiques, mais elles étaient aussi en lien avec l'éthique. Et il y a ce deuxième sujet qui a été évoqué, qui est ce sujet de la désinformation sur les vaccins. Et moi, en fait, le parallèle que je vois, c'est que d'un côté, dans ce que vous avez soulevé, il y a aussi toute cette problématique que vous avez soulevée, qui, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup évoqué là, mais en lien avec ces questions de comité d'éthique et de recherche publiés avec des numéros de comité d'éthique par l'IHU qui sont des anomalies également. Et moi, je fais vraiment ce parallèle quand je vous ai vu sortir ce truc-là. Déjà, ça m'a profondément choqué. Mais en plus de ça, moi, je fais un peu le parallèle entre ce qu'on a beaucoup entendu, je pense que vous me confirmerez ça, c'est que j'ai eu l'impression qu'on a beaucoup entendu dans on va dire, sur les réseaux sociaux, dans le grand public, que la vaccination, en fait, c'était une sorte d'étude illégale à grande échelle et que les citoyens étaient des cobayes. Et de l'autre côté, ce que vous, et souvent par des gens qui défendaient un peu les travaux de Raoult, et de l'autre côté, vous mettez à jour le fait que, de son côté, lui, à l'IHU, il avait des pratiques qui contrevenaient totalement aux règles de l'éthique et de la déontologie, et qui finalement, en fait, pourraient s'apparenter à des tests très grand public, plus ou moins illégaux, etc. Et comme ça, j'en profite un petit peu pour faire ce parallèle qui permet de réunir un petit peu les deux sujets et de remettre un peu l'accent sur vos contributions. Et donc peut-être, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, nous dire un petit peu ce que vous avez mis à jour par rapport à ça, dans le cadre de vos recherches, quand vous avez commencé à creuser, certes à partir des problématiques méthodologiques, mais que vous avez fini par découvrir un peu autre chose aussi. Moi, le premier sujet qui m'a choqué, pour employer un euphémisme, c'est une étude sur 3800 nourrissons pour lesquels il y a des écouvillonnages rectaux de bébés, sans autorisation. Et par la suite, l'ANSM a inclus cette étude dans son inspection et s'est rendu compte que, je donne le chiffre de mémoire, donc sous réserve, dans 31 cas, il n'y avait même pas eu demande du consentement parental. Et là, la réponse de l'IHU est oui, c'est un taux acceptable. Il n'y a pas de taux acceptable. Il y a pas on n'accepte pas qu'il y ait une partie des gens qui soient dans un essai illégal. On demande l'accord des parents pour inclure leur bébé dans ce type d'intervention, dans ce type d'analyse. Voilà, moi, oui, je suis assez sensible sur la problématique des enfants, donc c'est quelque chose qui m'a estomaqué.
Et derrière, on a la même chose sur les propres étudiantes de l'IHU, sur lesquelles on leur dit vous êtes volontaire pour faire des prélèvements vaginaux avant de partir en vacances et en revenant. Mais comment on peut être volontaire quand on est sous l'autorité de la personne qui nous demande d'être volontaire? Ça n'existe pas. Les SDF, on l'a vu dans la tuberculose, les SDF, certains ne parlaient pas le français et ils ont donné leur consentement en français. Ça, c'est dans le rapport de l'IGAS ou de la NSM, je ne sais plus bien. Voilà, donc il y a des dérives extrêmement graves, mais qui se reflètent au quotidien, parce que, donc en fait, on a analysé plusieurs centaines d'articles. On a vu qu'il y en avait notamment 249 qui utilisaient la même autorisation, alors que c'est aux quatre coins du monde, que c'est sur des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, pour des finalités différentes et que c'est différents types de prélèvements. Suite à ça, la chose la plus simple, c'était de demander à avoir accès aux avis de comité d'éthique de l'IHU qu'ils mettent en avant, tout en sachant que le secrétaire général de ce comité d'éthique, c'est pareil de mémoire, jusqu'en 2022, c'était l'actuel directeur de l'IHU, hein. Donc il n'a rien vu de tout ce qui s'est passé. On a demandé ces autorisations de comité d'éthique à la NSM suite à son inspection, et puis à l'IHU, et on les a obtenus via des demandes CADA. Et là, je viens de rouvrir pour vérifier, j'ai 101 articles pour lesquels on met en avant l'autorisation X, qui autorise à faire des prélèvements de sel, et on fait des prélèvements de sang. Voilà, donc même plus on creuse, plus il y en a. Oh, on a l'autorisation de faire des prélèvements de sel, tiens, fais une prise de sang. Enfin, voilà, et quand on a entendu sur la campagne de vaccination et le fait qu'on soit tous des cobayes, non, c'est absolument faux. Là, par contre, il y a eu des dizaines de milliers de cobayes malgré eux, et ça ne choque personne, encore moins les autorités de tutelle qui sont censées faire respecter ça, quoi. Voilà. Oui, c'est là qu'on voit effectivement l'espèce de paradoxe que tu mets en avant un petit peu, John, là dans ce que tu as dit. C'était quand même super intéressant de voir que on a eu en fait des gens qui se plaignaient que la vaccination c'était un essai de phase 3 mondial, etc. On l'a répété, des gens qui comprenaient pas vraiment ce qu'était un essai de phase 3 non plus, ou qui comprenaient pas les règles des enregistrements, des essais cliniques, etc. Et le fait qu'on essaye d'atteindre un pouvoir statistique avant un certain temps. En fait, tous ces trucs-là, ça a été mis en place pour éviter la fraude sur la statistique. Et ça a été utilisé par des anti-vax pour dire que c'était un essai de phase 3, que c'était encore en cours, que du coup c'était des cobayes, etc. C'est quand même assez intéressant de voir tout ça. Effectivement, et on en parle dans notre article dans le journal Reaper, Research Integrity and Peer Review, qui est un journal qui se spécialise vraiment dans tout ce qui est intégrité de la recherche et de la relecture par les pairs. Et on l'explique dedans que l'histoire de l'éthique dans la recherche il est liée à des pratiques problématiques. Il faut savoir que si aujourd'hui, et dans plein de domaines autres que le domaine de la santé, c'est chiant souvent, mais si on a tous ces processus de vérification éthique, d'enregistrement préalable, des analyses statistiques pour éviter le hacking, donc Hypothesis After the Results are Known, donc c'est quand on fait une fausse hypothèse naïve d'un résultat, une fois qu'on a déjà regardé les résultats, le p-hacking, qui est donc le fait de manipuler un petit peu les données pour avoir une p-value positive, enfin, qui donne des résultats positifs, donc inférieurs à 0,05, tous ces trucs-là. Bon, pour éviter tout ça, on a mis en place plein de choses, plein de procédés au fur et à mesure des années. Et on peut parler donc de Mengele, etc. Mais ça a commencé à ce moment-là, mais ça a continué à évoluer. Et ça évolue encore. On a des sites comme OSF, clinicaltrial.gov, etc., qui permettent de faire tous ces changements méthodologiques. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que des gens nous reprochent, entre guillemets, cette nouvelle méthode et cette rigueur-là, le fait que tout soit rapporté de façon transparente, etc. Enfin, il y a 25 ans, en essai clinique, on ne pouvait pas trouver les données sur quand est-ce qu'il se terminait en ligne. C'était pas possible. Aujourd'hui, on peut. Et c'est super. C'est pas une mauvaise chose du tout. Donc, c'est un petit peu dommage de voir des gens qui essaient de retourner un petit peu ça contre la science. C'est une très bonne chose. Mais par contre, effectivement, quand on a vu là tous les cas que Fabrice a mentionnés et d'autres, là d'un coup, c'est pas grave, c'est des déchets, c'est pas vraiment des expériences, voilà. Et donc on voit vraiment cette espèce de
de changement d'un coup du ah oui, non, mais en fait, bon, les tics, par exemple, on se torche un peu avec là parce que ça supporte le message qu'on a envie d'entendre. C'est quand même un petit peu dommage, surtout que en réalité, je pense que ça va compliquer la tâche des essais cliniques en France à l'avenir. Tout ça, tout ce qui s'est passé, parce que ça va rendre encore le processus encore plus complexe. Parce qu'il y aura quelqu'un qui aura pris des largesses avec les procédures qui existent actuellement. Donc c'est un peu dommage. Mais d'ici 20 ans, on aura des procédures encore plus complexes grâce ou à cause de tout ça. Moi, je suis en train de réfléchir à une question qui vient d'être posée, que j'ai vu passer là. Comment expliquer que les chercheurs aient repris cette rhétorique? De façon plus générale, moi je pose souvent cette question parce que beaucoup essaient de se rassurer en se disant non, mais c'est une infime minorité, il n'y en a pas tant que ça. Sauf que quand on regarde par exemple dans QG, il y a des centaines de chercheurs affiliés CNRS INSERM qui signent. Et donc effectivement, il y a beaucoup de monde qui signe des tribunes qui contiennent des contenus complètement faux scientifiquement. Et qui critiquent à tort le vaccin ou avec des arguments complètement bidons, hein, ou des soutiens par exemple à Alain Houpert, le sénateur, qui a été fait par des sénateurs mais qui était aussi en partie médecin. Donc c'est intéressant parce que il y a un grand nombre de personnes qui ont adhéré à ces théories tout en étant scientifiques, compétents, entre guillemets, ou du moins diplômés. Parce que c'est un signe aussi que nous sommes tous vulnérables et que le scientifique n'est pas un surhomme super compétent, ou du moins un surhomme intellectuel, hein, parce qu'il est peut-être pas toujours le plus fort physiquement, mais on a la réputation d'être en quelque sorte infaillible quand on est scientifique, alors qu'en fait non, nous sommes tous faillibles, nous sommes tous influençables, nous sommes tous, y compris les scientifiques, des êtres humains avec les failles que nous avons. Alors, il y a plusieurs failles qui ont amené à soutenir les fraudeurs scientifiques. Évidemment, la plus évidente et celle qu'on va pointer et qu'on va vouloir sanctionner, c'est lorsque c'était des personnes qui avaient des intérêts divers et variés. J'en ai déjà parlé, ceux qui vont vendre des thérapies sur le spicule, etc. Il y a des personnes qui avaient des liens d'amitié de longue date avec Didier Raoult, je pense Philippe Douste-Blazy, Renaud Muselier, etc., qui ont entraîné avec eux aussi tout un réseau de personnes. C'est des liens d'amitié finalement qui font ça. C'est-à-dire que on ne va pas regarder la publication ou la science de Didier Raoult, on va dire je suis ami avec machin, qui est ami avec machin, qui m'a recommandé ça, et donc je fais confiance. Moi, typiquement, j'ai ce biais, je le dis clairement. Si l'ONI m'envoie un article, et il me dit il est bien, bah spontanément, je vais tout de suite penser qu'il est bien. Je vais un peu éteindre mon esprit critique. Je devrais pas. Mais naturellement, je le fais parce que j'ai développé une confiance en l'ONI à force de travailler avec lui. Et en fait, je pense que c'est des petits biais que tout le monde a. Et il faut en être conscient et arriver à s'en prémunir. Donc je pense qu'un des facteurs qui a joué sur ça, effectivement, c'est le fait qu'on soit des humains, pas des surhommes, et qu'on se laisse influencer par nos relations, nos liens, etc., et qu'on n'aille pas toujours à la source. Donc pour éviter ça, je pense qu'il y a une petite solution que je suggère. Après, je te laisse parler, Fabrice, juste la petite idée que j'avais, c'est avant de partager un contenu, se mettre cette règle. Surtout quand on est scientifique, de se dire qu'on ne partage pas un contenu juste parce que c'est un ami qui nous l'a recommandé, de toujours se forcer à le lire avant. Et ça, je pense que c'est un travail qu'on peut faire tous sur nous-mêmes. Et Fabrice, tu voulais dire un truc ? Oui, je voulais dire que là, tu dis que tu n'es pas objectif quand l'ONI te présente un travail parce que tu le connais et que tu as confiance en lui. Mais là, quand on parle du système universitaire, on parle de gens qui sont dans un système de clientélisme quelque part. J'ai confiance en lui parce qu'il a donné un poste à mon thésard l'année dernière et que je vais donner un poste à son thésard cette année. Pas que de la sympathie, C'est encore un autre niveau de... Il y a tous les niveaux. Je voulais faire la distinction entre ces différentes choses. Je suis d'accord avec toi, hein, je te contredis pas, ça existe tout à fait. Et je pensais qu'on l'avait déjà traité en fait. Je t'avais dit il y a des intérêts, je l'ai mis de côté en disant il y a des intérêts parfois, des liens, etc. Mais il peut y avoir des liens simplement amicaux qui existent aussi et qui font qu'on partage. Et je pense que dans de nombreux cas, il y avait pas, enfin, je pense pas que Philippe Douste-Blazy ait partagé un thésard avec Raoult, tu vois par exemple, hein, pour citer cet exemple-là. Je pense que parfois il y a une sorte de confiance qui s'est installée avec le temps.
et on se fait avoir par cette confiance aussi. Donc il faut faire attention, et c'est une vigilance, du coup j'en appelle finalement à tout le monde, de développer son propre esprit critique. Ça, c'est une des choses à faire, avec un deuxième aspect qui est l'aspect institutionnel. L'autre raison pour laquelle beaucoup de monde, je pense, a soutenu Raoult en étant scientifique, c'est peut-être aussi l'absence de tutelle, de réaction de tutelle. Si les tutelles avaient réagi très violemment, avaient dit mais il fraude, il truque ses résultats, l'avaient renvoyé de son poste, etc., peut-être que là, les scientifiques se seraient dit ah mais je vais regarder quand même le contenu, même si je suis favorable à Raoult comme ça et que j'ai l'impression qu'il a dû faire un bon truc, je vais quand même regarder parce que s'il le vire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et en fait, comme il n'y a pas eu de réaction des institutions, bah, ça a laissé, à mon sens, une sorte d'ouverture pour certains qui se sentaient parfois, j'en ai connu beaucoup, et je le regrette, mais qui se sentaient incompétents pour lire une publication scientifique de Didier Raoult parce que c'est pas leur champ de compétences. Il y a beaucoup de scientifiques qui me disaient moi je préfère pas lire, je fais confiance à, parce que c'est son métier. On a eu des comme ça, hein, quand je discutais avec des personnes qui étaient très engagées dans le soutien à Didier Raoult tout en étant scientifiques, qui refusaient en fait de lire des papiers en disant mais moi je veux pas dire de bêtises, je suis pas apte à juger, j'ai confiance en lui parce que c'est un grand scientifique. Et donc effectivement, je pense qu'à ce niveau-là, s'il y avait eu une réaction plus forte, peut-être que les gens se seraient mis à lire les papiers avec un peu plus critique. Et juste en lisant les papiers, moi c'est ce qui m'a marqué le plus et ça m'a fait rire. Quand je discute avec certaines personnes qui étaient critiques de Raoult sans être nécessairement très à l'aise avec la science, c'était des médecins qui lisaient des publis mais rarement. Ils me disaient souvent mais en fait, moi ce qui m'a marqué, c'est que de temps en temps je lis des publications scientifiques. Le niveau d'anglais, la formulation des phrases et la manière dont c'était écrit ne ressemble pas à ce que je lis dans une publication. Donc rien qu'en voyant déjà le phrasé, la manière dont c'est fait, j'avais des doutes, j'avais des warnings. Donc finalement, on se rend compte qu'ils sont mauvais, ils sont même mauvais dans la manière d'écrire, quoi. Et je pense que ces choses-là, on ne peut les voir que si on se donne le temps de vérifier l'information, d'exercer son esprit critique. Et je pense qu'il y a eu un choix délibéré de certains de ne pas allumer trop fort leur esprit critique. Et ce choix délibéré, il n'est pas nécessairement vénal, il n'est pas nécessairement d'intérêt, etc. Il peut être aussi juste d'erreur, en quelque sorte. Et ce qui est important, c'est justement que les personnes qui étaient dans l'erreur se mettent enfin à regarder ces contenus. Donc, il faut que les sanctions tombent un jour ou l'autre. Par contre, les personnes qui en ont profité, il faut aussi les mettre à jour. Et faut les mettre devant leurs responsabilités, parce que ce qu'elles ont fait ont occasionné de nombreuses morts à travers le monde. Pour rajouter, j'en profite, je m'insère un petit peu là, juste pour rajouter un tout petit truc, parce que ça touche un peu plus à mon champ d'expertise à moi. Je voudrais rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un chercheur en sciences cognitives très connu qui a eu le prix Nobel d'économie, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. En anglais, c'était Thinking Fast and Slow. Et dans ce livre, qui est extrêmement bien vulgarisé, il commence par exposer certains de ses premiers travaux sur les statistiques et la manière dont les statisticiens appréhendaient les statistiques, et où il montre que, malgré leur expertise, ils souffraient aussi assez spontanément de biais cognitifs. Et là, on est un peu là-dedans aussi, c'est-à-dire que nos relations, c'est ce que tu évoques, Alexander, c'est-à-dire que nos relations amicales, nos habitudes de travail, etc., vont influencer notre façon d'appréhender les informations qui nous viennent en fonction des sources, en fonction de qui nous les communique, en fonction des choses que l'on aime, que l'on n'aime pas, etc. Il y a vraiment tout un faisceau de biais cognitifs qui peuvent venir s'insérer là et dont les scientifiques ne sont pas exempts, en fait. Et c'est un des avantages de la méthodologie, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que tu évoques ces choses-là, et que ça peut expliquer en partie pourquoi certains scientifiques ont décidé de reprendre ce type de langage malgré ce type d'argumentation, malgré leurs compétences. C'est qu'en fait, c'est très dur de lutter contre ces biais cognitifs, et qu'il y a beaucoup de choses dans la méthodologie scientifique qui essayent de lutter contre ça, mais que malheureusement, ça reste quand même des humains qui font la recherche, et que si on n'est pas très systématique dans la façon dont on fait son travail, dont on appréhende les choses, on va quand même à souffrir de biais, et on en souffre tous. Le but du jeu, c'est de collectivement essayer de signaler à son voisin
qu'il y a un risque de biais ici, attention, on n'a peut-être pas fait assez attention à ça, etc. etc. Voilà, c'est juste la petite incise. Ouais, j'en profite pour une petite recommandation de lecture pour ceux qui veulent, parce que je trouve que c'est le livre pour l'instant que j'ai trouvé qui était le plus large au niveau des biais cognitifs et vulgarisé très simplement, donc très facile d'accès. C'est un livre qui s'appelle Au corps de l'esprit critique, un petit guide pour déjouer les manipulations par Séverine Falkovitch. Grosse recommandation de lecture, ça permet à tout le monde d'exercer son esprit critique finalement et d'avoir une sorte de catalogue mais bien fourni des différents biais qui peuvent nous influencer, de comment les déjouer, toutes les techniques de manipulation qui existent. C'est la psychologie sociale qui s'intéresse à ça. Hein. Voilà. Je vais juste rajouter un petit truc pour enchaîner sur ce que John vient de dire et après le bon conseil de lecture d'Alexander. De mon côté, j'avais fait, donc, comme je l'ai dit, en 2018, j'ai commencé à regarder un petit peu la méthode de la recherche. Et quelque chose qui m'intéressait en particulier, c'était la façon dont on faisait ce qu'on appelle la dichotomisation des preuves statistiques. En général, quand on arrive, par exemple, à une p-value inférieure à 0,05, on va être d'un coup très sûr que nos résultats sont convaincants, etc., et qu'il faut les mettre en avant dans la publication. Et dès qu'on se rapproche de 0,5 ou qu'on atteint 0,05, d'un coup, on abandonne tout espoir que les résultats soient bons. C'est un truc qui se passe beaucoup en biologie et dans plein d'autres domaines, notamment dans l'étude clinique, mais aussi en psychologie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quelque chose dont certains méthodologistes, notamment en psychologie, se sont plaints très souvent auprès des statisticiens. Et les statisticiens ont toujours répondu, c'est pas de notre faute. En fait, la p-value, donc la valeur p, faut la prendre un petit peu de façon plus continue que binaire, quoi. Si vous savez pas le faire, c'est que juste que vous comprenez pas les stats. Fast forward de quelques années, parce que c'est aux alentours de 2010, je fais une étude où on essaie de voir si on peut, via des visualisations, parce que c'est mon domaine de recherche, essayer d'éviter cette interprétation binaire de la valeur p et des intervalles de confiance. Et je recrute donc des chercheurs pour leur demander d'interpréter des données que j'ai moi-même sélectionnées à l'avance pour essayer de jouer un petit peu sur ce qu'ils allaient voir, etc. Et je me rends compte que tous les statisticiens qui ont fait partie de mon pool de chercheurs de départ, ils ont interprété leur valeur P de façon absolument dichotomique ou binaire, alors qu'ils disent toujours que c'est les autres qui font n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas les statistiques. Donc c'est assez intéressant, même quand finalement ils sont conscients de ce qu'ils font, on a quand même un petit peu cette envie de conclure très fortement et d'avoir un résultat positif et de pouvoir dire ça marche, ça marche pas. Et on a une tendance, je pense, malgré tout, à vouloir des réponses même quand on est assez mesuré, et du coup d'oublier un petit peu la mesure et de dire oui, ça va marcher, ça marche pas, parce que c'est plus simple. Si on devait toujours tout le temps penser dans la nuance, ça serait compliqué. Et c'est aussi, je pense, quelque chose à considérer quand on parle de science. C'est un petit aparté, mais je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Sinon, ce qu'on peut faire, alors, c'est soit on passe un petit peu plus de temps pour voir un petit peu tout ce que vous aviez, en fait, refaire un petit récap très rapide d'où vous êtes parti. Est-ce que vous attendiez un petit peu à soulever autant de problématiques avec l'IHU et avec Didier Raoult? Parce que finalement, en fait, moi, c'est l'impression que j'en ai depuis que je suis ce que vous faites, c'est que on a l'impression que vous êtes parti d'un truc où on se dit, bon, il y a une méthode foireuse et des résultats pas fiables, mais qui ont acquis une grande audience et qui ont eu d'énormes répercussions dans la vie de beaucoup de gens. Et en fait, derrière, vous soulevez le voile et vous découvrez qu'il y a en fait toute une énorme problématique qui dépasse de très très loin ce truc-là. Est-ce que vous vous attendiez à découvrir ça? Qu'est-ce que vous attendiez à découvrir? Est-ce que quelles ont été les conséquences un peu aussi pour vous? Maintenant, peut-être du côté plus humain. À titre personnel, je vais répondre quand il y en a un qui prenne la parole. J'étais franchement au départ. J'ai très vite vu qu'il y avait les allégations. Alors, au début, quand j'ai vu qu'il y avait un problème scientifique, je me suis dit, est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est une erreur? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai très vite vu qu'il y avait des allégations d'harcèlement à l'IHU qui dataient d'avant. Et donc, je me suis fait une théorie dans ma tête qui était une hypothèse, hein, qui n'était pas du tout avérée, qui était de me dire, je suppose que Didier Raoult doit être quelqu'un qui met beaucoup de pression aux personnes qui travaillent pour lui. Et du coup, il y a quelqu'un qui voulait absolument faire le bon résultat pour lui faire plaisir. Il a dû truquer ses résultats un petit peu et Didier Raoult n'a pas capté qu'il les a truqués. Et donc, du coup, il a foncé tête baissée. Et donc, j'excusais presque Raoult, entre guillemets. Je donnais une raison situationnelle, en quelque sorte.
le côté harcèlement, etc. Et je me disais, c'est pas possible, il s'en est juste pas rendu compte, il est sincère. Et je pensais du coup qu'il suffirait d'un échange avec lui, de lui montrer où était le trucage des données et de lui expliquer où ça se trouvait, pour qu'il s'arrête et qu'il arrête tout, parce que je pensais que c'était un scientifique intègre et bon, quoi. Surtout quand ils ont lisé le rapport bioterrorisme qu'il avait produit en 2010. Enfin, c'était plutôt sérieux les contenus qu'il avait produits dans ce rapport-là. Et c'est un rapport qui a donné naissance, enfin l'idée de créer un IHU, c'est un rapport qu'il a fait où il a rapporté la parole d'autres scientifiques et qui était, à mon sens, plutôt bien. C'est assez marrant parce que quand on le lit, en fait, il dit le contraire de ce qu'il dit maintenant. Donc, à ce moment-là, je pensais en début 2020 que j'allais pas découvrir grand-chose, à part finalement une sorte de relation toxique dans un institut qui a fait que quelqu'un a truqué un peu ses résultats et puis ça s'est enfermé dans le mensonge et puis c'est une course en avant et on va vite en sortir. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que Didier Raoult embrasse à ce point-là les positions les plus conspirationnistes, accepte la présence au sein de l'IHU de l'International Covid Summit, qu'il décide de faire venir Idriss Aberkane à l'IHU et que Idriss Aberkane présente une campagne de désinformation identifiée par les services de renseignement comme étant une campagne de désinformation chinoise, qui est une agression en fait dans la guerre de l'information. Et Idriss Aberkane en a été le vecteur sur 800 000 personnes. La vidéo a été vue énormément. Donc, je ne m'attendais pas du tout à découvrir ces choses-là, à ce que ça aille à ce point-là. J'étais beaucoup plus dans l'optique au départ de penser que c'était très bienveillant, en fait, on va dire au départ. Je crois que Véronique l'était peut-être moins. Et Fabrice, je pense que chacun a eu sa perception, donc je vous laisse dire les vôtres. Juste, effectivement, quand il pense, enfin, si on avait vu Raoult en 2020 faire ce qu'il a fait en 2024, maintenant, en fait, il y a une espèce d'habituation, quoi. On est habitué à ce qu'à chaque fois, il nous en fasse une de plus en plus délirante, quoi. Mais c'est vrai que il y a eu un enfoncement qui est presque surréaliste, quoi. C'est Je la veux dire, fuite il va la fuite à l'avant, mais en fait, il y a plus de garde-fou. Il va dans des médias, il est interrogé dans des médias complotistes qui disent que Brigitte Macron est un homme. Enfin, il y a plus de garde-fou, quoi. J'ai l'impression que ça explose et puis ça continue tranquille, quoi. Ça a pas l'air d'être si grave, alors que ça fait Nos très limites. longtemps que c'est grave. C'est nos limites. Nos limites, limitless. Bah oui, Je sais parce pas, que moi, c'est quelque chose. il reste plus que les gens les plus engagés qui le suivent, donc il faut leur donner toujours plus, sinon ils vont se lasser et ils vont aller voir ailleurs. Ouais, mais lui, par rapport à lui-même, mais là, ça devient de la philosophie ou de la psychologie, quoi. Comment ça marche dans sa tête pour que il ne peut pas être dupe de ce qu'il est devenu? Tu vois ce que je veux dire? Ah, je veux pas Enfin bon, savoir. j'espère que, ouais, si j'entends ça. Moi, pour répondre à la question et rebondir sur ce qui était dit, j'ai tendance à penser que peut-être qu'Al Capone était un très bon père de famille. On n'est pas mauvais en tout. On peut être le pire des fraudeurs scientifiques et être un super ami et être présent pour ses proches. Voilà, donc au départ, Il n'a pas moi, été un super père de famille, hein. quand j'ai vu, apparemment, c'est pas le cas. Là, en l'occurrence, l'exemple n'est pas très bien choisi, mais je vois ce que tu veux dire. Non. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas mauvais en tout. C'est pas parce qu'on est mauvais dans un domaine qu'on est mauvais en tout. Donc moi, j'avais tendance à me dire, bah oui, bah ok, les essais cliniques, c'est pas son truc, mais il doit être super balèze ou autre chose. Et puis c'est vrai que bah, plus on a gratté, plus on s'aperçoit que moi, j'aimerais beaucoup trouver une qualité au travail de recherche de Didier Raoult aujourd'hui. J'y arrive pas. Alors, vu tout ce que j'ai vu, je suis probablement biaisé, c'est très clair. Je crois qu'on est très biaisé, ouais. Mais qu'on me donne une qualité que j'arrive à admettre, je suis quelqu'un qui admet assez facilement les choses quand on me les démontre. J'ai pas, voilà, où on en est, quoi. Alors que pendant des mois, j'ai dit oui, mais en matière de microscopie électronique, il paraît qu'il est super balèze. Et puis ils ont posté cette photo où on voit un tout petit point au milieu d'un rectangle en disant voilà, on a identifié je ne sais plus quel variant du coronavirus. Ouais. Bah là, j'ai encore perdu des illusions. Je me suis dit mince, la microscopie électronique non plus. Ah.
Ah ouais, Voilà. ça c'était drôle. Ça, oui, il vaut mieux en rire, mais bon, quand on voit les moyens qui sont mis derrière ça et quand on voit ce que certaines équipes arrivent à produire avec 2 bouts de carton et un morceau de ficelle, ça fait vraiment mal au cœur. C'est vrai qu'un IHU, c'était pas rien.